Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast, Les Showrunners, le podcast. Nous sommes les showrunners, ceci est le podcast. Bonjour Julia. Bonjour Sébastien et bonjour Est-ce que à ça tout le va? monde. Ça va. J'ai loupé mon poulet frit, ça me saoule. Oh, affreux. On a mangé un artichaut ce midi. Ah, c'est moins fun, mais C'est quoique moins non, fun. non. L'artichaut est le légume le plus fun qui existe. C'est ludique. C'est ludique. Ça Oui, fait. tout à fait. C'est comme c'est comme de l'art plastique. Tu Oui. fais des choses avec tes mains. Oui. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur Drag Race, comme on fait un peu tout le temps, puisque nous sommes condamnés à voir du Drag Race jusqu'à la fin de nos jours, apparemment. Oh zut alors. Un petit point Koh-Lanta. Et comme notre podcast ne va pas parler de télé-réalité, nous allons parler de séries. Et Julia a vu pour nous Mare of Easttown. Alors je t'ai dit 3 fois mère Vistern. Mare of Easttown, d'accord, très bien. Et on va un peu parler de Juliana en ce moment, qui est en promo pour sa biographie. Et ça nous... Tu peux et donner nous sommes un peu tendus. Tu peux donner son nom de famille. Je ne sais pas si tout le monde sait. Pardon, Juliana Margulies. C'est pas forcément de qui on parle, c'est vrai, c'est juste Juliana. Enfin bref, Il y en a qu'une pourtant. il n'y en a qu'une. Et puis, comme d'habitude, il y aura les pitchs. Ça, c'est Julia c'est Julia qui se fait attaquer par son chat surtout, mais c'est Julia qui va se coller au pitch aujourd'hui. Et oui. Et ensuite, nous allons parler de la carrière post-Friends des 6 acteurs et actrices de la série en l'honneur du Reignon HBO que je n'ai pas vu mais que tu as vu. Oui, mais on va pas parler de ça. On fait pas les choses comme, Comme tout le monde. comme tout le monde. On va parler de autre chose que Friends en parlant de Friends. D'accord, C'est c'est pas beau. super. Ok, donc ça fait un petit mois qu'on n'a pas fait, voire un peu plus, qu'on s'est pas revu là à part les séries. Et il s'est passé beaucoup de choses dans Drag Race. La première étant la victoire de Simone à la saison 13 de Drag Race. Ouh, c'était serré. C'était serré, c'est C'était vrai. Enfin, serré et évident en même temps. C'est bizarre. bah, pour moi, il y a eu un moment dans la compétition, je me suis dit, ok, c'est Simone. Oui. Oui. Quand elle est arrivée, quand ils ont fait le challenge perles et qu'elle est arrivée avec ses perles, avec ses cheveux perlés jusqu'aux fesses, je me dis, oh, je sens que ça va être elle. Et quand il y a eu l'épisode traîne après et qu'elle est arrivée avec un durag sur la tête, je fais, ok, c'est bon, Ouais. elle a gagné la compétition. Ce look restera dans les annales. C'est ça. Et je trouve encore ce nouveau format de l'IMSI qui est vrai, c'est cool et ça fait de la good TV, mais ça m'a encore prouvé que j'aime pas trop ce format parce qu'à partir du moment. En fait, enfin, je sais pas toi, mais on s'attendait tous que ce soit entre Milk et Got Milk et Simone. Ouais, got Et à milk. partir du moment où Got Milk a perdu parce qu'ils font un espèce de compétition à 4 sur un lip sync, et du moment où Got Milk avait perdu la première étape, on savait que c'était Simone qui allait gagner forcément du coup. Oui, il y avait moins de suspense. C'est ça, s'il y avait une finale Simone Got Milk, on aurait été encore dans le suspense, mais là, bah non. Voilà. Yes. On aime beaucoup Candy, mais on savait que par rapport à Simone et Got Milk. Oui, et je profite pour rappeler qu'on aime beaucoup Candy. oui, pardon, excuse-moi. Je crois que j'ai pas dit Candy, je crois que j'ai dit Got Milk. Oui, on Non, aime non, beaucoup t'as Candy, dit Candy. mais on savait que face à Simone, elle aurait pas pu. Non. Non. Mais trop contente pour Simone. C'était vraiment une très belle rencontre avec cette queen pendant cette saison. C'est tellement mérité. Et la saison était cool. J'ai adoré cette saison. Moi. On en a déjà parlé, mais Oui. j'aimais beaucoup l'ambiance de cette saison. C'était une des plus longues saisons avec la saison 3. Oui. Il y avait 16 épisodes. Parce qu'il y a eu un peu des non-éliminations pendant Bah déjà les 2 3 premiers. épisodes. Ouais. C'est ça. Donc ça a été un peu long. Ils en ont fait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est revenu. Je sais plus. Ou non, il y a un moment où Candy était éliminé et ils l'ont fait revenir à la dernière minute. Ils l'ont fait revenir. Donc un peu comme la saison 3, ça n'en a plus fini. Et elles avaient l'air moins crevées. Oui. Oh, la saison 3, c'est vraiment la saison où t'as l'impression qu'elles voulaient rentrer chez elles. Elles ont enchaîné les costumes challenge. Elles en pouvaient plus, quoi. Ouais. Elles étaient au bord de tout. Mais non, c'était cool cette saison. Down Under, c'est pas bon, Down Under.
C'est la J'ai- version australienne de Drag Race. C'est très bizarre que ça soit mauvais à ce point-là quand même. C'est, Parce qu'il y a, c'est, il y a, il y a tout. Il y a même, ils ont même RuPaul, eux. Donc oui. on pourrait imaginer que ça ne ferait pas beaucoup de changements avec la version américaine. Et pourtant, ça va pas. Ça va pas. Bah, faire de la télé-réalité, c'est un boulot et c'est des compétences. Et quand tu les as pas forcément, tu n'y arrives pas. C'est mal monté, c'est mal écrit. Les questions sont mal posées. Le casting est un peu. Le casting, alors, ils ont viré toutes les queens descendantes aborigènes. Il reste plus que des blancs. Ouais. Euh, c'est. Ouais, Ouais. On va dire que c'est peut-être un premier jet. Et ça, s'il y a une saison 2, peut-être qu'ils auront appris de bah, ce qui j'espère. fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Mais après, il y a une bonne chose, c'est que en même temps, il y avait Drag Race Spain qui est sorti. Oui, Et ça, par contre, c'est trop bien. c'est trop bien. Dragagne Espagne est là, donc c'est en espagnol, donc c'est le troisième Drag Race dans une langue autre que anglaise. La queen qui hausse, s'appelle Suprême Deluxe, Oui, voilà. Et elles sont que j'aime toutes, bien d'ailleurs. oui, elles sont toutes. Objectivement, la série est plus rough. Oui, C'est une toute ambiance, c'est beaucoup plus posé, c'est beaucoup plus calme. Il y a moins de musique dans tous les sens, il y a beaucoup plus de silence. mm, mm, c'est vrai. Il y a un peu moins de moyens, mais ça me rappelle un peu les débuts de Thaïlande. Mais à part ça, les queens sont extraordinaires. Il y a des looks de dingue, Oui. même des looks qui trouvent, mais je trouve incroyables. Mais Puis elles ont toute une énergie vraiment communicative. J'ai. Ah, attends, c'est qui ma. Elle a un nom très long, celle que je préfère. Euh, Arangsta Castilla-La Voilà, Mancha. c'est Arantxa Oui, Castilla-La Mancha. c'est Je suis amoureuse d'elle. Elle est, je sais pas, avec ses grands yeux et on dirait une fée de la forêt. Là, j'adore. oui. Et un truc que j'aime bien dans cette saison, c'est que je sais pas s'ils ont fait exprès parce que dans Hollande, c'était toujours Roux qui s'était préenregistré et qui leur annonçait un peu la couleur de l'épisode avant que la Mm. queen présentatrice arrive. Mm. Et ils ont abandonné cette idée pour Espagne, c'est-à-dire que Roux n'intervient jamais. Non. Et je trouve ça mieux. Parce que c'est vrai que je me mettais à la place de la queen qui présentait Hollande. Et ça devait Mm. être en mode un peu genre, bah, c'est qui la chef en gros? C'est Roux qui s'est préenregistré ou c'est moi en Mm. fait au final? Et je me dis peut-être que ça doit, ça doit rendre ta tâche un peu plus compliquée. Où tu te dis, est-ce que je dois faire comme Roux? Est-ce que je dois être moi-même? Enfin, ça a dû Mm. être un exercice compliqué pour elle. Et je trouve que du coup, ça doit donner plus de liberté à Suprême Deluxe qui présente Espagne. Elle est toute seule, elle fait ce qu'elle veut et je trouve qu'elle a imposé un peu son ton qui est très différent de celui de RuPaul et que j'aime bien. Enfin ouais. Ben, Je... j'en souhaite vraiment une trajectoire comme Drag Race Thailand qui au début, c'est vrai, avait une première saison qui collait un petit peu plus à la grille Drag Race, mais qui s'est détachée au fur et à mesure. Et la saison 2 c'est tout autre chose. Alors, il y a toujours les mini-challenges, les challenges, les lip-sync, la base est toujours là parce que c'est ce que les gens attendent. Mais ils se sont vraiment détachés de plus en plus de RuPaul et du format et vraiment inclure le plus possible leur culture Mm, mm. et c'est ce que j'espère de Espagne aussi, c'est qu'on va vraiment, on va vraiment, et c'est ce qu'ils ont fait un petit peu dans Hollande, et c'est ce que j'espère aussi quand je vois ces Drag Race dans d'autres pays non anglophones, c'est de connaître leur culture et qu'on fasse pas une parodie de sitcom, qu'on fasse pas une parodie de soap américain et qu'on apporte vraiment quelque chose Mm. du pays, quoi. Ouais. Et Est-ce puis, qu'elle lip-syncait sur des chansons, des tubes du Pays-Bas dans Hollande? Ben non, Je je crois crois que pas, non. hein. Ouais. Ou alors très rarement, mais je crois que très souvent, je me suis retrouvé à dire, mais c'est encore une chanson en anglais. Oui. Encore du Katy Perry, du Lady Gaga, Mais dans du Espagne, elles Britney ont Spears. lip-syncé sur une chanson espagnole. C'était cool que je connaissais Oui, pas et et dans que le j'ai bien deuxième aimé. épisode aussi. Et bah voilà, bah ça fait 2 épisodes alors où elles font ça. C'est cool, je trouve. Oui, et Thaïlande, et les Thaïlandes, c'était pareil, c'était D'accord. majoritairement des chansons thaïlandaises. Donc tu découvres des trucs.
Bah oui, C'est tu cool. enrichis ton Spotify. Exactement. Donc ouais, Espagne, on est content. Oui. Là, il y a des rumeurs qu'il y a Italie qui arrive. Il gagne C'est un peu comme les l'Eurovision. variants Drag euh, Race, en fait. C'est un peu comme les variants. Ça arrive un peu dans tous les sens. Et on va quitter les talons pour les tongs à la plage. Julia, koh. les tongs. Ils sont pas en tongs à koh ils sont en basket, parce que c'est Ouais. physique. Non, mais oui, j'ai j'ai regardé ma première saison de koh cette année. Voilà, je n'avais pas encore vécu cette expérience francophone. Je sais pas trop comment expliquer ça. Ça fait des années que je voyais Twitter exploser tous les soirs où il y avait une diffusion. Et, et surtout, j'ai l'impression qu'il y a une nouvelle saison de koh tous les 4 mois. Enfin, donc je m'étais dit, bon, cette fois-ci, à la prochaine saison, je prends le train à la gare de départ et je regarde. Et donc, je suis tombée sur cette saison qui s'appelle koh les armes secrètes. Et donc, voilà, j'ai appris à connaître koh à travers cette saison qui, apparemment, n'était pas la meilleure de ce que les gens plus instruits sur koh m'ont expliqué. À chaque fois que je disais que j'aimais bien, j'avais sur Twitter des réponses c'est de la merde cette année, prends pas comme exemple cette saison, c'est nul et tout. Donc effectivement, je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment, il y a un truc qui reste toujours fun, c'est quand même les épreuves physiques. C'est comme regarder un peu Interville, je trouve. Ça me rappelle un peu mon bonheur de regarder des trucs bêtes à la télévision quand j'étais petite et les voir galérer là, en train de porter des sacs de riz dans la boue, là, dans le Moi, confort de j'aimais mon mieux. canapé. Comment ça s'appelait? C'était pas Interville, c'était l'autre. Euh, C'était moins champêtre. C'était un peu plus le bordel. Alors l'épisode d'aujourd'hui va être sponsorisé par les travaux du dessus de ma tête. Et de Judy. Ça s'appelait... Merde. Continue, je cherche sur internet. X Factor? Non, pas X Factor. Non. Fear Factor. Fear Factor. Non, mais Fear Factor dans les années 90, non. Ah oui, oui, oui. Non, j'avoue, je vois pas desquels tu parles pour le coup. Je connaissais qu'Interville, moi. Et du coup, t'as eu un chouchou, je crois, dans cette Bah, saison-là. j'ai eu un chouchou comme la France entière a eu un chouchou, c'est-à-dire que on est toutes et tous tombés amoureux de Vincent, qui j'adore la télé-réalité et j'adore la télé-réalité avec des candidats qui savent comment ça fonctionne. Et je trouve que, comme ils disent en anglais, Vincent a très bien compris the assignment. Donc c'était une machine à sonore, comme on dit dans le milieu, c'est-à-dire qu'il te sort une phrase clé qui va être rendue en mème, en gif, il le sait très très bien. Et il le fait de manière super drôle et super naturelle. Enfin, il était vraiment super drôle. On aurait cru un personnage de The Office, en fait. Il m'a vraiment donné... J'allumais la télé vendredi soir juste pour voir Vincent, très honnêtement. Puis il jouait bien, en plus, c'était un vrai stratège, là. Donc voilà, j'ai été dévastée quand il a été éliminé, parce que c'était une vraie tragédie. Et surtout, je me suis rendu compte, et c'est comme ça que j'avais raconté ça à Sébastien, au bout d'un moment dans la saison, c'était comme si vous regardez Drag Race et que les candidates, c'est que Nina West. C'était que des candidats gentils, qui s'entendent bien entre eux plutôt, et il y a pas de, et du coup il y a pas de problème. Et Il n'y du a coup pas de c'est vrai drama. que koh je me suis rendu compte que les conflits dans koh sont juteux. Il y a des trucs, ils se font des coups par moment. Faut savoir que moi je pars de loin, je pars de quand même le Great British Bake Off où si la meuf elle est éliminée, tout le monde pleure et tout le monde va essayer de l'aider. Là, à koh c'est chacun pour soi et c'est un bain de sang, quoi. Ils ont aucune pitié les uns pour les autres. Ils ont éliminé une candidate au début de la saison d'une manière manipulatrice, mais j'étais en même temps horrifiée et en même temps un peu titillée parce que c'était vraiment de la bonne télévision, quoi. Il y avait du suspense, il y avait on en savait plus qu'elle, donc on savait ce qui allait lui tomber sur la tête. Enfin, c'était vraiment une expérience intéressante. J'ai vraiment hâte de la saison prochaine. Je m'ennuie le vendredi soir maintenant, je sais pas quoi regarder. Non.
Donc voilà. Mais ouais, ça y est, j'ai trempé les pieds dans koh et je crois que je suis partie pour regarder à chaque saison, quoi, maintenant, c'est fini. C'est une Te, nouvelle te aventure. joindras-tu à moi? J'ai pas la télé déjà. Mais moi non plus. Mais tu regardes comment? Bah, t'as plus besoin de télévision, maintenant tu vas sur le site officiel de TF1 et tu regardes sur J'ai TF1. plus d'excuses. Peut-être, on verra. C'est Jeux sans frontières, l'autre émission que je Ah, cherchais. j'ai un souvenir de ça. Je regardais plutôt ça. Il y avait il y avait plus de couleurs. Il- Jeux sans frontières? Ouais, c'était moins dans une arène avec une vache et du sable, quoi. C'était un peu plus gay. Mais en fait, ça me dit quelque chose et je me demande si j'aimais pas bien aussi ça. Mais si, c'est plus, il y a des grands Et châteaux, il y a c'était pas des, présenté par la meuf de qui est qui ou je sais pas quoi? c'est dû être présenté par la France entière, mais parce que je crois que c'est vieux comme le monde, et ça ressemblait plus Ah non, c'est à des Nagui. jouets géants en fait, alors qu'Interville c'était juste des gens en costume de sumo qui se faisaient courser après par une vachette et au-dessus d'une piscine C'est quoi. vrai. Je me souviens Jeux sans que... frontières, ça ressemblait à un truc de gamin quoi. Oui, c'est vrai que c'est très coloré. Je me souviens que quand j'étais petite, je voulais faire les choses bien. Et donc, au début de chaque épisode de Interville, il fallait que je choisisse mon camp. Ah C'était ouais. genre, je pouvais pas. Il fallait que je démarre l'épisode en ayant une idée de quelle ville, parce que c'était deux villes qui s'affrontaient, deux villes françaises. Et D'accord. généralement, je choisissais la ville en fonction du petit reportage qu'il faisait, où il présentait la ville. Et donc, ça me permettait de faire mon choix. Je dis, ah, ça j'aime bien, je vais supporter cette équipe pendant l'épisode. Et à un moment, ils ont changé et ils ont mis les reportages genre au milieu de l'épisode. Et ça a complètement détruit la logique et l'organisation de Mais la oui. moi qui avait 6 ou 7 ans. Et j'étais un genre, mais non, mais il faut pas. Ça veut dire que pendant une moitié d'épisode, je ne sais pas quelle équipe soutenir. C'est pas possible. Très Voilà, mauvais choix éditorial. très mauvais. Vous avez rendu mes soirées très compliquées. Enfin voilà, bref, Colanta, c'est trop marrant. Très bien. Pourquoi tu rigoles? Je crois un des running gags que j'ai préféré. Il y a une fois, ils ont fait une épreuve. Donc ils étaient divisés en deux. Et alors, Mhm. je te passerai les détails, mais en gros, les gagnants ne pouvaient pas, avaient le choix. Ils devaient aller dans une épreuve enfin, une récompense de confort, c'est-à-dire que tu vas dans un spa, en gros, pendant une journée, ça te fait du bien et tout ça. Donc, ils sont 4 ou 5 à avoir gagné ça. Ils ont choisir entre deux autres candidates de leur équipe. Ça peut pas être les deux. Il y en a une qui va rentrer toute seule sur le camp. C'est horrible! C'est horrible. Et donc, du coup, ils ont choisi une et pas l'autre. Et c'est ça qui est extraordinaire avec koh, c'est que non seulement quand tu perds, déjà perdre c'est pas très très fun dans ce contexte, mais en plus il y a toujours quelque chose qui renforce le fait que t'as perdu. Et Mhm. comme elle repartait toute seule, ils lui ont donné une boîte avec 4 bananes à l'intérieur pour son repas du midi, pendant que les autres allaient manger, je sais pas, un steak avec des frites et tout ça. Et donc, t'as cette vision d'elle qui part avec sa petite boîte qui contient ces 4 pauvres bananes. Et ces 4 bananes ont été un peu un running gag avec les gens avec qui je regardais l'émission. C'était genre, si tu passais une mauvaise journée, ouais, mais au moins, toi, t'avais 5 bananes aujourd'hui. Pense à Lucie qui n'en avait que 4. C'est Enfin, nul! bref. Voilà. Je tiendrai au courant des prochaines saisons. Julia, demande-moi qu'est-ce que j'ai vu ces derniers temps. Ah, je pense savoir, mais qu'as-tu vu ces Non, derniers non. temps? Ah, Ah, ils sont de retour. vas-y, Je n'en lâche-toi. peux plus. This is a safe Je me, space. je me suis. Donc, j'ai continué la saison 2 de You're the Worst. Je lui ai dit de pas le faire, hein. Oui. Et je suis très énervé parce que j'ai compris, je découvre des nouvelles choses sur moi-même, sur la série, et je me suis dit, oh, mais je sais pourquoi je n'aime pas cette série. Ah, pendant un moment, j'ai cru que t'allais m'annoncer qu'en fait, c'était un twist et que tu adorais maintenant.
Tu me reposeras la question après. Ok. Et, euh, et en fait, je pense que ce qui m'énerve dans cette série, c'est comme ils sont affreux. Et j'ai l'impression que la série est en train de me dire t'as envie d'être comme eux, en fait. En fait, tu es comme eux. En fait, tu es affreux comme eux. En fait, c'est cathartique, cette série. En fait, tu veux exactement dire les choses qu'ils disent. Et j'en dire non, j'ai pas envie d'être comme eux. Il en est juste hors de question. Je ne veux pas dire que je suis meilleur qu'eux, mais ils ne sont pas. Enfin, non, ils ne sont pas Enfin, non. Enfin, ça me va pas du tout. Non. Quand je me suis rendu compte de ça, j'étais très énervé. Je pense que tu as raison. Je pense qu'il y a, il y a un désir de ce genre de série avec des personnages très antipathiques. Au fond, ils sont libres, eux. C'est ça. Ils sont libres d'être eux-mêmes. Ouais. Donc non, c'est toujours aussi nul. Non, j'aime pas. Maintenant, redemande-moi ce que j'ai vu. De... Quoi? Repose-moi la question maintenant. Qu'as-tu vu? En fait, You're the World, c'est pas si mal. Oh merde. Je suis désolé. En fait, il y a eu un moment dans la série où. Donc, c'est ces deux couples, c'est Jimmy et. Bah mince, je ne sais pas comment il s'appelle. Candy Muse. C'est pas très bon. Si, lui s'appelle Jimmy parce que j'ai sa voix à elle dans la tête qui dit Jimmy. Euh, et lui, attends, il a un accent anglais. Il fait. Paul. Mais non, c'est une femme. Bah non. Alex. Mais si, lui, il a un accent anglais, donc il l'appelle elle. Oui, mais Et lui s'appelle... Ah oui. Oui, pardon, c'est elle lui, que il tu s'appelle cherches. Gretchen. Tu te souvenais Gretchen. plus du nom de Gretchen? Donc en fait, il y a un moment dans la saison 2, on se rend compte que Gretchen disparaît la nuit en fait. Donc il se demande qu'est-ce qui. Donc c'est un truc dans un épisode, il se demande mais qu'est-ce qui lui arrive. Donc il arrive à la follow, à la stalker une nuit. En fait, elle prend sa voiture et elle part, je sais pas où. Et il la trouve en haut d'une colline comme il y a à Los Angeles, quand on a vue sur la ville, en train de pleurer, mais de toutes les larmes de son corps, quoi. Le truc le plus terrible. Hmm. Et il arrive, il toque à la porte, il dit bah tu fais quoi? Elle est là, elle ravale ses gros sanglots, elle dit non, rien. Et il part, ils sont ensemble, hein. Hmm. Et il revient, il fait au fait, tu pleures, mais c'est quand même pas à cause de moi. Et puis elle est là, genre non. Et il part et il est content. Et t'es là, genre what? Et là, t'es là, ah, en fait, il est vraiment affreux. La meuf, en fait, elle est en pleine dépression. Et le seul truc qui Ouais, l'inquiète, c'est si c'est à c'est cause de lui, lui. lié à lui ou pas. Et en fait, quand la série a vraiment commencé à montrer que c'est vraiment des cons et pas des exemples à suivre, j'ai fait ok, Ok, d'accord, d'accord, je vois. Ok. on est là. Et en fait, elle est vraiment shut down. Elle est vraiment shut down. En fait, elle le dit à un moment qu'elle est cliniquement dépressive. Elle est pas sous traitement. Et là, alors je sais plus qu'est-ce qui a déclenché son shutdown, mais pendant plusieurs épisodes, elle est un mur, quoi. Elle fixe le mur, elle dit plus rien. Lui, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire face à une personne en dépression. Il essaye de lui remonter le moral, ou alors il le nie complètement, ou il a fait rire une fois, il dit bah c'est bon, du coup, elle est guérie. Enfin, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire. Oui. Et il y a eu un twist à la fin de la saison 2. Alors ça date, je peux vous le dire. Il y a un moment où il est complètement bourré. En fait, il décide. En fait, à un moment, elle pense qu'ils vont se séparer. En fait, il va aller se barrer avec une autre meuf. Et tout compte fait, il revient vers elle. Et donc, elle est soulagée. Elle pleure. Là, il y a un moment où elle commence à ressentir des émotions. Parce qu'elle avait peur que sa dépression le fasse fuir. Et il n'a pas fui. Et donc, c'était un peu le côté joyeux de la fin de la saison. Et puis, je sais plus pourquoi il se bourre la gueule. Elle le ramène à la maison. Donc, on voit la scène. Elle le ramène à la maison et il s'endort. Elle lui met des frites dans la bouche pour qu'il soit nourri. Et puis quand il se réveille le lendemain, elle lui dit, donc il lui dit, ah, tu t'es occupé de moi, oui, puis t'as dit des choses avant de t'endormir. Et il lui dit, moi aussi, je t'aime. Sachant qu'ils ne sont jamais dit je t'aime de tout le machin. Donc elle lui fait croire que bourré, il lui a dit je t'aime. Je suis là, genre, oh, Oh. tout le monde est terrible. C'est digne de koh. C'est ça, c'est digne de koh. Donc du coup, je vais regarder la saison 3. Il m'énerve. Je n'arrive pas à les lâcher. Bah, je pense qu'il faut que tu embrasses le fait
que c'est fait pour toi, en fait. Non. Non, je refuse. Je refuse. Laisse-toi aller. Oui. Bon, Julia, parle-nous du truc avec Ken Whistlet. Je vais pas redire le nom de la série parce que j'ai Oh, encore me planter. C'est Mar ou Mère? C'est Mère. Mère Easttown. c'est mère, et c'est pour ça que dans mon cerveau franchisé avait compris que c'était l'histoire du maire d'Easttown, du coup. Mais en fait, c'est pas du tout ça, c'est Mare, et c'est son prénom, en fait. Elle s'appelle Mère, et elle vient d'une ville qui s'appelle Easttown. Ok. Donc voilà. En France, ça serait... Lucie de Dunkerque. Oui, par exemple, nous savons. Lucie Dunkerque. Non, ou Luce. Luce de Dunkerque. Luce de Dunkerque. J'aime. Euh, Donc oui, j'ai fini par commencer cette série parce que c'est devenu rapidement un nouveau phénomène sur les réseaux sociaux où le monde entier était à fond dans cette nouvelle série. Donc c'est une mini-série qui passe sur HBO, qui est produite et qui met en scène Kate Winslet, une diglam Kate Winslet, comme on dit, où elle a retiré son maquillage, il ne lui reste rien, elle est à nu devant nous. Mais c'est Elle donne vrai tout, il lui reste rien. elle donne tout, il lui reste rien. Mais c'est vrai que ça m'a fait rendre compte que j'avais pas vu Kate Winslet dans quelque chose depuis un bon moment, quand même. Bah, elle était un peu coincée dans Divergent depuis. Et j'ai pas vraiment vu Divergente, enfin j'ai vu que non, j'en ai vu deux quand même. Mais c'est vrai qu'à part attendre Shailene Woodley en tenue, en tailleur blanc, elle ne faisait pas grand-chose dans ses films. Mais j'ai toujours aimé Kate Winslet, elle joue dans un de mes films préférés, Eternal Sunshine. Et du coup, c'est vrai que c'était cool de la revoir. C'est une série de policières. Enfin, Mhm. c'est un murder mystery à la Broadchurch un peu. C'est une Avec sorte de The Killing en fait. C'est ça, c'est un peu ça. C'est une jeune fille qui est retrouvée morte dans un ruisseau. C'est malheureusement un début de série classique, j'ai envie de dire. Ça m'a même fait un peu genre... On n'était pas un peu passé outre les séries qui commencent par des meurtres de jeunes femmes et tout ça, mais je crois que suffisamment de temps sont passés pour que ça redevienne à la mode, visiblement. Et donc on s'intéresse au personnage de Mère, qui est donc... je sais pas quel est son grade dans la police, mais elle est policière. Et elle s'occupe de ce meurtre. Et en même temps, on s'intéresse à sa vie de famille, où elle est divorcée, elle vit... son ex-mari et son voisin. Elle s'entend pas très bien avec sa fille. Elle vit aussi avec sa mère. Elle s'occupe de son petit-fils, parce qu'elle est grand-mère. Et Euh, grand-mère? Elle est grand-mère parce que son fils a eu un enfant très jeune avec une petite amie et il y a eu une tragédie puisque son fils s'est suicidé un jour. Je sais plus même si c'était même avant la naissance de l'enfant. Et du coup, elle a la garde officielle de l'enfant parce que la mère a des problèmes de drogue. Donc, on voit qu'elle a une vie familiale un peu chaotique. Elle doit s'occuper de 36 000 trucs en même temps. Elle est en même temps la mère de toute la ville. Ah Donc, bon? Ah oui, oui, l- pas la mairesse là, non, voilà, la dès que maman. quelqu'un a un problème, on appelle, tout le monde a son D'accord. numéro de portable et on voit elle est Et elle a combien de bananes dans sa boîte? Ah, elle a aucune banane, mère. Elle a 0 banane. En fait, tout le monde lui mange ses bananes et elle a plus rien à se mettre sous la dent. On sent que Kate Winslet joue ce personnage comme si elle portait le poids du monde entier et enfin, sur les épaules. Elle est crevée, elle a des cernes qui arrivent en bas de ses joues. Elle a un Et donc accent. ce meurtre arrive. Et donc voilà, elle a cet accent typique de Philadelphie, Delaware. Apparemment, c'est un accent qui est un peu à la frontière. C'est un accent très particulier. J'ai lu que techniquement, les gens qui habitent là ne devraient pas avoir cet accent, mais Kate Winslet voulait vraiment qu'il y ait l'accent. Parce que je pense que voilà, elle voulait se donner à fond. Et alors, je ne suis pas spécialiste, mais apparemment, elle le fait plutôt bien. Et donc, énorme succès. C'est une des rares séries où les audiences ont augmenté d'épisode en épisode. Généralement, c'est
90% du temps dans le monde des séries, c'est l'inverse qui se passe. On commence un peu haut et on baisse un peu. Et là, c'est l'inverse. Ça n'a fait qu'augmenter parce que tout le monde voulait savoir qui avait tué cette jeune fille. Je pense que pas mal de gens se sont énormément... euh, euh, comment dire ça, ils sont tous, tout le monde est tombé amoureux du personnage de Kate Winslet. Elle est on peut s'identifier à elle facilement, je pense. Mais je n'ai vraiment pas trop aimé la série. J'ai vraiment l'impression d'être passée à côté de ce que tout le monde lui a trouvé, en fait. Et en fait, j'ai trouvé... Je sais pas si c'est parce que j'ai trop vu de séries anglaises qui sont un peu comme ça. J'ai vu Happy Valley, Broadchurch, Kiri, récemment c'était Confession. Enfin, les murder mystery en Angleterre, il y en a énormément. C'est souvent des mini-séries. Ça met souvent en scène un acteur ou une actrice un peu phare comme ça. Et je sais pas si c'est une ville très spécifique d'Angleterre avec un accent spécifique. Exactement. Le personnage est un peu la figure, le pilier du village. De la communauté, exactement. Donc t'as un peu l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Et en fait, c'est ça. En fait, j'avais fini la série, j'étais c'était sympa, mais c'était une énième série comme ça. Ça t'a rien apporté de nouveau en fait. Ça m'a rien apporté de nouveau. J'ai pas trouvé que la série apportait un débat. Si la chose qu'elle a apportée, c'est quand même un beau rôle pour Kate Winslet, et c'est vrai qu'elle joue très bien dans la série, tout ça, mais je sais pas, j'ai trouvé la série chaotique par moments. Il y a je m'amusais à t'envoyer des scènes. Il y a une scène, je sais pas si tu te souviens, là, avec le gamin qui marche à l'envers, là. Celle-là aussi, mais tu sais, avec les deux jeunes filles qui rentrent en s'embrassant, il y a l'ex de la jeune fille qui est dans la pièce qui se met à hurler et qui bouscule la grand-mère en sortant la grand-mère de la pièce. Tombe. Et la grand-mère tombe, tout ça. Et Mare of Easttown, c'était que ce genre de scène où le rythme était étrange et je trouvais que la série n'était pas naturelle. Des fois, ça me fait cette impression avec des films ou des séries où j'ai l'impression que la personne qui a fait la série n'a pas laissé la série vivre d'elle-même, que tout est calculé, que j'ai trouvé que tout était trop manufacturé dans cette série, que ça coulait pas de source. Comme je trouve que par exemple Broadchurch avait cette qualité de tu sentais que la série lâchait prise à un moment et laissait ses acteurs faire et laissait l'histoire un peu prendre son temps. Enfin, c'est dur à expliquer, mais ça m'a vraiment fait cet effet avec Mare of Easttown où j'avais vraiment l'impression d'être devant un truc un peu fade, en fait. Et j'ai eu cette impression jusqu'à la fin. Ça ne s'est jamais amélioré. Ça veut pas dire que j'ai pas apprécié. J'ai apprécié les moments d'action, les petits twists, les machins. Enfin, tu t'ennuies pas devant cette série, t'es à fond dedans et tout ça. Donc, en ça, c'est une bonne série, mais je la mettrai pas sur le piédestal sur lequel elle semble être en ce moment. Et je pense que c'est parce que j'ai trop vu de ce genre de série. Après, ça peut être aussi une bonne manière pour des gens de connaître ce genre, et c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée vers ça. Mais toi, t'avais vu Happy Valley avec Sarah Lancashire? Non, pas encore. Je vois personne en parler. Je trouvais que des fois, on était à la limite du plagiat avec Happy Valley. Ouais. Happy Valley, c'est le même... Et pendant un moment, pendant le premier épisode, il y a une scène qui est très similaire à Happy Valley. Et en fait, d'un coup, ça m'a fait que... Comme quand j'avais vu The Night Of et tout ça, et je me suis dit, attends, c'est un remake de Happy Valley, ce truc-là? Et donc, j'ai vérifié, et non, c'est pas du tout un remake, mais alors c'est pas le même meurtre, l'enquête est très différente, mais on va dire que le personnage de Sarah Lancashire et de Kate Winslet sont très similaires déjà au niveau de la personnalité, même physiquement. Ces deux grandes dames blondes, assez tu sens qu'elles sont physiques et tout ça, qui ont une vie familiale chaotique. Les deux sont grand-mères jeunes et s'occupent d'un petit enfant qui est le fruit d'un de leurs enfants décédés. Enfin, tu vois, c'est très très similaire. Elles vivent toutes avec un membre de leur famille. Elles se battent pour la garde du petit enfant avec le parent qui reste, qui est chaotique et tout ça. Enfin, j'ai été très troublée par les ressemblances, vraiment. Et si c'est votre cas aussi, dites-moi, mais vraiment, pendant un moment, je me suis dit, mais vous avez copié ou ça? Ouais. Donc voilà.
expérience un peu mitigée de Mare of Easttown. Mais c'est fait. C'est fait. C'est fait, c'est vu. C'est fait, c'est vu. Qu'as-tu vu d'autre? Pas grand-chose. J'ai arrêté de regarder les zombies. J'ai vu une saison et demie à peu près, une saison un quart. Ah, quand Je trouvais même. que ça Ouais, j'ai commencé à trouver que je trouvais que ça tournait un peu en rond. Les histoires de flics qui se font aider par un second perso qui est pas flic mais qui a des pouvoirs, ou des pouvoirs, ou qui vient du futur, ou qui je sais pas quoi, ou qui est un vampire, ou un chien avec un chapeau, j'en sais rien. J'ai déjà vu, ça suffit. Enfin voilà, j'ai déjà arrêté. Quand tu te rends compte que t'as passé l'heure de l'épisode à plier ton linge, à pas suivre une seconde de l'épisode, tu te dis Ouais, allez c'est bon, on c'est arrête. fini. Ouais. C'est un style de série que je suis sûr que si je l'avais regardé quand elle était sortie, je l'aurais continué sans problème. Ouais. Mais c'est un style de série, la CW. Je sais pas si ça se fait encore, mais ça m'a jamais vraiment trop attiré. Et, euh, et ça m'intéresse plus en fait. Je veux des The Good Fight, Ouais. je veux ce genre de truc, ou de petites transitions, ou The Handmaid's Tale, qui a une très bonne saison 4. J'ai vu que le premier épisode qui était magnifique. Et donc, ce mois-ci, on a dit au revoir à Pause, Oui, qui a beaucoup marqué la télévision et a beaucoup marqué nos cœurs. Mais on veut en parler plus en détail et en lui donnant une place un peu plus importante dans quand on l'épisode. sera un peu plus à jour. Enfin, Voilà. moi quand je serai à jour. Voilà, parce que j'ai fini, Sébastien n'a pas encore fini. Et Non. quand on sera tous les deux à jour, on vous fera un beau recap de Oui. cette très très belle série. Voilà. Exactement. Il y a un truc que je voulais dire sur Pause sans vraiment parler de Pause. Il y a deux séries qui se sont terminées ce mois-ci qui étaient très chères à mon cœur. C'était Pause et Shrill. Et je sais pas si on va avoir ce cas de figure dans les années à venir de ces séries qui ont été tournées pendant le Covid, où j'ai eu l'impression, je sais pas si c'est à cause de la pandémie ou à quel point ça a chamboulé les plannings et le rythme de tournage et tout ça, j'ai trouvé que ces deux séries avaient le même, j'ai pas envie de dire défaut, mais j'ai constaté la même chose dans les deux. J'ai eu l'impression de voir deux saisons Compacté en une, en fait, où tout va très vite. Il y a des ellipses qui sont faites. Il arrive un truc à un personnage et l'épisode d'après, il est sorti de cette situation et on n'a pas vu comment il s'en est sorti. J'ai vraiment l'impression qu'on a dit à ces deux séries, on vous donne une saison finalement, débrouillez-vous et faites ça en une saison. Et j'ai trouvé ça dommage parce que, alors ça l'a plus fait avec Shrill où j'ai trouvé que la fin était vraiment très abrupte. J'ai pas compris cette fin. J'étais genre ok. Et la saison était excellente. J'ai bien beaucoup aimé. Il s'est passé des choses vraiment intéressantes dedans. Tout n'était pas bon, mais il y avait des très très bonnes choses. Et j'ai trouvé qu'elles n'étaient pas assez développées. Elles auraient mérité au moins 2 saisons. Et Pause, il y avait plus cet effet de dernière saison, donc c'était très émotionnel. Mais il y avait aussi ce côté-là, cet épisode, ça aurait pu être un épisode, ça pourrait être un arc sur 4 épisodes, ce que vous avez fait là, c'est étrange. Donc je me demande à quel point ça leur a été imposé ou pas de faire les choses comme ça. Mais voilà, je me demande si d'autres séries vont vivre la même chose dans le futur proche. Voilà. On va faire un petit point gossip avec Julia. Non, en fait, il y a un truc qui nous fait beaucoup rire avec Julia. Il faut que le monde soit au courant de ce petit drama. En ce moment, Juliana Margulies, donc, qui jouait dans Urgent, dans The Good Wife, est en promo en ce moment pour une autobiographie qu'elle a écrite, qui a l'air très sympa. On a entendu une interview d'elle. Ça a l'air très, très intéressant. On parle de sa vie, son œuvre, tout ça, quoi. Et ce qui nous rend un peu nerveux à chaque fois. Surtout quand on l'a vu arriver chez Oprah. Oprah, donc, qui a un peu un retour en ce moment au niveau des interviews, avec l'interview qu'elle a fait avec le prince Harry et... Meghan. Comment ça s'appelle? Meghan. Hein? Meghan? Meghan. Oui. Meghan Markle. Oui, Meghan Markle. Je me disais, c'est la meuf de William, mais non, c'est
Kate Middleton, bref. Et Meghan Markle, où il y avait des grosses révélations qui étaient lancées. Donc, je sais pas me dire, est-ce qu'on va avoir une grosse révélation sur Juliana? Est-ce que Oprah va lui poser des questions sur cette fameuse histoire du fond vert? Qu'est-ce que l'histoire du fond vert? Donc, pendant les derniers épisodes de The Good Wife, en fait, il y avait deux personnages qui s'étaient quasiment plus croisés depuis plusieurs saisons. C'était le personnage de Alyssa, joué par Juliana Margulies, et le personnage de Kalinda, jouée par Archie Panjabi. Et elles étaient très amies, et puis il s'est passé un drame entre elles, elles se sont séparées, elles ont eu plus aucune scène pendant plusieurs saisons. Et donc, donc souvent, quand tu termines ta série, tes derniers épisodes, c'est un peu pour boucler certaines... Alors, c'était pour pas la boucler- fin de la série, c'était Archie Panjabi qui quittait la série. Oui, mais c'était arrivé dans la saison 7, non? Non, c'était saison 6, je crois. Je crois qu'elle est pas dans la saison 7 du tout parce qu'elle est remplacée par Jeffrey Dean Morgan. Oui, autant pour moi, Il me effectivement. semble que Donc c'est ça. c'était Archie Panjabi qui quittait la série à la saison 6, et donc ils ont bouclé ils ont bouclé ces storylines, et celle avec Alicia, où elles se revoient une dernière fois dans un bar où elles allaient très souvent c'est boire des shots et parler De de la leur vie. vie. Donc on regarde la scène tranquillement, bon, très moment Donc, émotionnel. première scène entre elles depuis au moins 3 ou 4 saisons, quand même. Ouais, C'est- c'est très très grand. Elles se sont jamais croisées. Elles avaient que des scènes au téléphone, pratiquement. C'est ça. Et donc bon, elles s'échangent un shot, elles font cling cling, c'est fini. Le personnage de Kalinda nous quitte et tout. Et puis là, Twitter, Internet, je sais plus qui dit au fait, la scène entre Juliana et Archie Panjabi a été tournée en fond vert. Elles n'étaient pas ensemble. Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et là, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des rumeurs. Qu'il y avait des rumeurs que les deux actrices ne pouvaient pas se voir. Même qui disait que Juliana avait demandé qu'elle n'ait plus de scène avec Archie Panjabi. On ne sait pas pourquoi. On a vu plein d'autres rumeurs qui parlaient de Juliana, qu'elle était pas facile. Enfin bon, bref, les trucs classiques qu'on dit sur les actrices en général. Ça expliquait pourquoi il y avait eu certains personnages principaux qui sont partis de la série. Il n'y a rien de factuel Ouais, rien dans n'est ce que officiel, c'est que des rumeurs, tout ça. Ouais. voilà, c'est que des rumeurs, donc on ne sait rien. Donc bon, donc est-ce que c'est encore une fois une actrice qui juste fait valoir ses droits, qui est pris à chaque fois pour une hystérique, ou est-ce qu'elle est effectivement ce qu'elle dit, on ne sait pas pour l'instant en tout cas. Et mais en tout cas, par rapport à cette histoire, donc je crois que quelqu'un avait demandé à Juliana ou à un créa de la série pourquoi Non, je crois que c'était vraiment Juliana. On avait demandé Ouais. en interview pourquoi vous n'avez pas tourné la scène ensemble. C'était un grand moment fort pour vos deux personnages. Pourquoi avoir sorti ce truc Pourquoi se faire chier avec un fond vert? Et Juliana avait dit bah en fait, c'est parce qu'Archie Panjabi était pas là. Elle était en Irlande pour tourner The Fall. Parce qu'il y avait The Fall à cette époque. Et là, Et là, Archie Panjabi a retweeté l'article en disant non, non, j'étais à New York à un taxi de distance. Record scratch. Et on n'en sait pas plus. non. Et on en a jamais su plus. Et on n'en a jamais su. Et ça nous obsède avec Julia. Et on se dit, mais pourquoi on n'a toujours pas savoir ce qui s'est passé? Bah, c'est le. En même temps, c'est le genre de truc où j'ai pas envie de savoir ce qui s'est passé, parce que ça Oui, fait on trop a envie de- longtemps. Et puis Oui. Et puis c'est leur vie privée, quoi, merde. Et puis c'est leur. Voilà. Et puis que. En fait, je trouve que c'est un. C'est la. C'est. Maintenant, c'est presque officiel qu'il y a clairement quelque chose entre elles, puisque le. Je crois que quand elle a retweeté, qu'elle a dit ça, c'est vrai que c'était assez. Oui. Ok, c'est bon, on a compris, il y a vraiment eu un problème entre vous, mais le fait qu'il n'y ait pas eu suite de ce genre de choses, ça veut dire que bah voilà, on n'en parlera jamais, et c'est la Oui. vie, c'est comme ça. Mais que ça se soit terminé d'une manière aussi visuellement marquante, parce que c'est quand même fort comme impression. Deux actrices qui ne se supportent pas au point de tourner un pauvre champ contre champ devant un fond vert pour ne pas regarder l'autre. Enfin, c'est incroyable quand même. On dirait un truc dans un film. Je crois que c'est ça Et ce qui était encore plus drôle, c'est que l'interview avec Cobra était tournée en fond en vert. fond vert.
le Covid. Donc si, Juliana, si... elles étaient chacune dans leur fond vert de leur côté. C'était C'est ça. fou. Donc en fait, si vous voyez sur internet un mème ou une blague qui inclut un fond vert et Juliana Margulies, C'est dorénavant, ça. vous savez pourquoi. Ça vient de ça. Voilà. Voilà. C'est tout? C'est tout. C'est tout. Allez, tu vas nous pitcher un truc. Ok. Pitch, oh mon pitch, quand t'as un petit creux, prends dans ta poche un pitch ou deux. Allez, tu es prête. Alors, donc je ne suis pas avec Sébastien, donc je lui transmets ma main innocente. Mythic Quest. Ah ça c'est ah oui alors ça c'est très ah oui alors ça je vais ça c'est cool. Donc récemment Apple TV enfin Apple a lancé donc son propre service de streaming donc qui s'appelle Apple TV Plus ou un truc comme ça. Et donc voilà un énième nouveau concurrent à Netflix et tout ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire comme série? Et le twist c'est que jusque-là quasi toutes les séries Apple sont géniales, je trouve. Il y a eu The Morning Show, qui est là où il y a le plus de pub, mais c'est pas la meilleure. Il y en a eu d'autres, et parmi elles, il y a une sitcom qui s'appelle Mythic Quest. Et qui est... je la mettrais dans la même catégorie que des community ou des Parks and Rec. Enfin, c'est vraiment une comédie qui renouvelle un peu le genre, qui a une identité propre qui n'a pas été fait jusque-là, qui a aussi une histoire qui n'a pas été fait jusque-là. Et je suis constamment impressionnée par Mythic Quest. C'est un peu cette petit bijou qui est sorti de nulle part. Je ne l'ai pas vu venir. Vraiment, vraiment. Et ça fait 2 saisons qu'elle existe maintenant. Et voilà, je m'éclate à chaque épisode de Mythic Quest. C'est à mourir de rire. C'est hyper émouvant. Qu'est-ce que vous raconte Mythic Quest? Ça vous raconte l'histoire on appelle ça un workplace sitcom aux États-Unis. C'est ces séries qui se passent sur un lieu de travail. Donc voilà, The Office. Et on voit quasiment que le travail, quoi. Voilà, exactement. Et donc, le lieu de travail dans Mythic Quest, c'est une boîte de développement, de production. Enfin, c'est une boîte de prod ou de développement plutôt pour les jeux vidéo? Développement d'un jeu vidéo un peu comparable à World of Warcraft. Donc, c'est une espèce de monde ouvert qui est mis à jour récemment. Et donc, on suit le destin de différents personnages qui vivent dans cette boîte de développement de jeux vidéo, du chef créateur jusqu'à l'assistante, en passant par le duo de jeunes filles qui testent le jeu vidéo constamment, le gars qui s'occupe des finances, donc qui est très en mode chiffres, rentabilité, tout ça. Et donc tout ce petit monde s'aime, se déteste. Voilà, on y trouve un peu toutes les dynamiques qu'on a dans ce genre de sitcom. Et tous les personnages sont incroyables. C'est drôle, c'est vraiment très très drôle. Et j'aime bien les jeux vidéo, donc je pense que ça arrivait à me plaire parce que c'était ce thème-là. Je pense que si même vous n'aimez pas les jeux vidéo, vous allez apprécier ça parce que ça nous fait aussi découvrir cet univers d'une manière très très ludique et émouvante et drôle. Et je pense que tout le monde peut s'y retrouver dans Mythic Quest. Ça a été en partie produit par Ubisoft. Donc, qui est une compagnie qui fait des jeux vidéo. Donc, c'est un peu... comment dire, quand il y a des blagues, du coup, c'est un peu comme quand NBC produisait 30 Rock, du coup, avec 30 Rock qui faisait des blagues sur NBC constamment, et alors que c'est eux qui les produisent, donc c'est un peu bon enfant et tout ça. Et il y a des blagues, des inside jokes un petit peu constamment dans la série. Le casting est assez cool. Il y a le personnage principal, c'est ce gars qui s'appelle alors comment on prononce son nom de famille? Oh là là, McElhenney, je pense que ça doit être
irlandais, je sais pas quoi. C'est un des acteurs de It's Always Sunny in Philadelphia. Ouais. Il y a aussi Danny Pudi qui jouait Abed dans Community, qui a un rôle complètement différent que celui d'Abed. Il joue justement le mec qui s'occupe des finances et qui est un mec sans cœur qui voit les humains comme comme des sommes d'argent. Donc il est très 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 drôle. Il y a aussi Ashley Burch qui joue dedans et je crois même qu'elle est scénariste. À vérifier. Si vous êtes très fan de Life is Strange comme moi, c'était l'actrice qui faisait la voix de Chloé dans Life is Strange. Et elle a un rôle super où elle joue cette testeuse qui est amoureuse de sa collègue. Donc elles sont deux testeuses et c'est le Will They, Won't They de la série où on sent qu'elles sont attirées l'une à l'autre mais elles osent pas se le dire et il se passe des trucs qui fait qu'elles arrivent pas à se le dire. Donc c'est vraiment le couple de la série. Elles sont le Jim et Pam un peu de la série. C'est vraiment super mignon. Donc voilà, c'est en même temps... oui, voilà, une fois par saison, alors il n'y a que 2 saisons pour l'instant, ils font un épisode qui est souvent un épisode flashback, qui ne se passe pas à l'époque contemporaine, qui est un peu une histoire à part à chaque fois. C'est un peu cet épisode qui arrive dans la saison, qui n'a aucun rapport avec les personnages qu'on connaît. Mais qui va, au bout d'un moment, un lien va être fait quand même avec ce qui se passe dans la saison et avec les personnages habituels, mais on s'en rend pas compte au début de l'épisode à chaque fois. Et c'est des épisodes, il y en a eu 2 du coup pour l'instant, un dans la saison 1 et un dans la saison 2, qui sont, mais déjà d'une beauté visuellement, mais c'est incroyable. On en parlait avec un ami, celui de la saison 2, on dirait du Wong Kar-wai parfois. Enfin, c'est magnifique visuellement et puis ça raconte Genre toujours changement de ton, quoi. On n'est plus dans la ah non, sitcom. exactement. Parce que quand ça fait ça dans la saison 1, quand l'épisode a commencé, t'es genre attends quoi, je me suis trompée de série et là tu fais ah non, c'est bon, c'est Mythic Quest et c'est un peu ouais, c'est la série un peu qui à chaque saison se dit hey, on sait ce qu'on fait hein, quand même, on sait raconter des belles histoires. Donc c'est des épisodes dont on se souvient à la fin et et les 2 m'ont fait pleurer. C'est souvent des épisodes qui parlent de ce que c'est d'être créateur, de la relation qu'on a avec son art, avec son... comment ça influe les relations humaines qu'on a autour de nous, comment ça influe la relation qu'on a avec nous-mêmes. Enfin, c'est vraiment une série qui parle de ce que c'est un milieu professionnel, qui parle de ce que c'est qu'aimer les jeux vidéo, et qui parle de ce que c'est d'être créateur, en fait. C'est vraiment une série fantastique, très 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 drôle, vraiment. Enfin, j'ai des fous rires devant Mythic Quest. C'est vraiment une sitcom qui fait son job de sitcom, c'est-à-dire nous faire rire, et elle y arrive très bien. Et en même temps, elle arrive à vraiment, vraiment nous émouvoir. Et je ne l'ai pas vue venir, vraiment. Elle est arrivée de nulle part, Mythic Quest, dans ma vie. Et aujourd'hui, c'est vraiment c'est mon petit plaisir de la semaine de regarder mon épisode de Mythic Quest. Et vraiment, je vous invite à faire de même. C'est fantastique. J'adore. Voilà. J'espère que vous irez à leur rencontre. Très bien, et maintenant pour notre partie, ben voilà le jus d'orange, nous allons parler de la carrière post-Friends des 6 loulous de la série. Et on peut parler vite fait de la réunion, toi tu l'as vu? Je l'ai vu. C'était bien? Oui, ça a fait le job. Je voulais pas plus. Je voulais pleurer Ok. un bon coup et Très bien, ça m'a ne nous offert en dire ça. pas plus. Peut-être que la bonne nouvelle, c'est que maintenant les gens vont arrêter de nous gonfler et nous sortir des faux articles et des fausses annonces tous les 6 mois. La 11e saison de Friends. C'est ça. Il n'y aura La jamais réunion. d'11e saison et on a eu cette réunion. C'était déjà très très bien. C'est bien. C'était très fun. Voilà. Qu'on tourne la page. Voilà. Move on. Mais c'est vrai que du coup, la réunion m'a fait penser au fait que quand Friends s'était arrêté, il y avait tout un débat autour de qu'est-ce qu'ils vont devenir, comment tu suis un truc pareil, oh là là, je suis sûre qu'ils vont rien faire après ça. Et en fait, je me suis stoppée à un moment, je me dis, en fait, j'ai suivi, et Sébastien aussi, au moins une série pour chacun de ces acteurs et de ces actrices. Et en fait, ils ont tous eu, si on cherche bien et si on va un peu, si on aime les séries, qu'on va un peu dénicher des trucs un peu pas vus par... si on veut aller
voir au fond de leur carrière, il y a des trucs très très bien qu'ils ont fait, ces acteurs. Et je pense qu'ils ont découvert d'autres univers après Friends. Et on avait envie de vous en parler un petit peu. Ouais, parce que surtout, c'est un casting, un peu leur richesse n'était pas cachée, c'était même complètement montré à jour. Ils sont riches comme Crésus, je crois qu'ils gagnaient pas 1 million Si, par épisode à la fin. Sur la fin, ils gagnaient 1 million par épisode. Donc ils n'avaient absolument pas à trouver du taf après. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il choisit, parce que concrètement, qu'il travaille juste pour les faire bosser. Oui. Enfin, juste pour qu'ils ne deviennent pas fous, j'imagine, chez eux. Et qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux qu'on fasse par acteur-actrice? Ouais, honnêtement, ouais. Vas-y. Bah, je sais pas, vas-y, par lequel tu veux On commencer? peut faire par ordre alphabétique. Bah, ils étaient en ordre alphabétique dans le générique, donc c'est Jennifer Aniston en première. Ok, Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. Plutôt, Qu'est-ce que plutôt cinéma, elle. Ouais. C'est la seule des 6 qui a vraiment une carrière plus cinématographique que télé. Pas mal de guests Pas mal de guests, des bons dans guests. 30 Rock. Dans 30 Rock, elle est excellente. Oui. Avec ses chapeaux. Et c'est Elle bagues joue- d'orteil, je sais pas quoi là. Elle joue une pote de Jenna et Liz, qui est un peu... c'est une femme qui adore le drama dans ses relations. Et Puis elle a donc, surtout encore 20 ans dans sa tête, quoi. oui, Elle se c'est bourre la ça. gueule, elle va en boîte jusqu'à 4h du matin, elle C'est s'en va ça. en l'air avec tout ce qui bouge. Et Liz et Jenna sont un peu en mode, on n'a plus l'âge pour ça, quoi. Et à partir du moment où la relation dans laquelle elle est devient acceptée, ça perd tout intérêt pour elle. Donc elle Mhm. commence à coucher avec Jack. Et donc on lui dit non, tu n'as pas le droit d'être avec Jack, c'est compliqué. Et elle dit quoi, vous voulez m'empêcher d'être avec lui? Ça me donne encore plus envie d'être avec lui. Et elle est très 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 drôle dans cet Mais épisode. Jennifer Aniston est une très bonne actrice comique. Non mais oui, non mais parlons. Enfin, C'est Dans- peut-être dans- la meilleure des 6 au niveau de la comédie. je pense que Non, Matt. on va pas les comparer, Non, mais elle est non, vraiment. ils sont un peu au même niveau timing comique, mais celui de Jennifer Aniston est incroyable, je trouve. Oui. Elle a des line reading parfaits dans son ton et dans. Donc c'est pour ça que je suis étonnée elle se soit pas lancée dans une sitcom ou quelque chose comme ça, parce que elle a l'air d'aimer ça en plus. Et donc en fait son retour à la télé vraiment, c'était The Morning Show en fait récemment. Ouais. Elle a Ça, pas tu l'as vraiment vu. fait. Elle a pas vraiment fait de télé, et c'est un rôle plus dramatique pour le coup. Et la série est pas incroyable. C'est une série vraiment qui se veut post-MeToo, qui parle d'un scandale au sein d'une équipe d'un morning show aux États-Unis, où en fait Jennifer Aniston joue un duo, où elle était en duo avec Steve Carell pendant des années dans ce morning show. Et un matin, la série commence à 4h du matin, où elle reçoit un appel en lui disant viens pas bosser aujourd'hui, ou on annule l'épisode d'aujourd'hui. Steve Carell, enfin le personnage de Steve Carell, vient d'être viré suite à des accusations de jeunes femmes au sein de l'équipe. Et En donc une ça. nuit. De quoi? En une nuit, il a été viré. Oui, c'était quelque chose d'assez immédiat. Donc la série commence dans une ambiance complètement panique et tout ça, où elle apprend la nouvelle. On lui reproche de ne pas s'en être rendu compte. Et elle commence à aussi remettre en question la relation qu'elle avait avec lui. Comment j'ai pas pu voir venir le truc. Donc c'est vraiment un épisode enfin une série qui ne parle que de ça, qui est un peu, je sais pas. Je lui reproche beaucoup de choses à cette série. Une de ses qualités, c'est que je trouve qu'elle est très bien dedans. Elle a une scène vachement belle où elle chante une comédie musicale à un moment pendant une soirée. Elle est vachement belle cette scène. Mais donc, ouais, ça m'avait fait plaisir de la revoir. Elle a une belle alchimie avec Reese Witherspoon aussi, qui joue la remplaçante de Steve Carell dans le duo d'acteurs, enfin de présentateurs. Donc ouais, ça m'a montré que Jennifer Aniston avait toujours sa place à la télévision. C'est une très bonne actrice, qu'elle a un range assez grand. Aussi bien... même dans Friends, elle avait des scènes dramatiques vachement poignantes et tout ça. Donc ouais,
C'est celle que j'ai le moins vue à la télévision, mais contente qu'elle nous soit revenue. Next. Ensuite. Alphabétique, c'est Courtney Cox après. Ok, Courtney Cox. Elle, je l'ai surtout. C'est celle que j'ai le plus vue parce que je l'ai vue dans tout Cougar Town, qui a fait pas mal de saisons Yes. quand même. Qui était donc une autre série, une autre sitcom pour elle. C'est pas le même rôle que Monica, rien à tout. voir. Elle jouait une. Alors, ce qui est drôle, cette série, on l'a pitché Cougar Town. On l'avait pitché, ouais. Mais... Ah ouais, mais on l'a pitché il y a. Non, mais c'est pour ça, reparle du Il y a concept de Cougar moult Town. lunes Cougar Town. Ce qui est drôle avec l'histoire de cette série, c'est qu'elle était partie d'un pitch un peu basique. Ça devait parler des cougars, en fait, des femmes de 40-50 ans qui ont des relations sexuelles amoureuses avec des jeunes hommes d'une vingtaine, trentaine d'années. Et en fait, la série s'est métamorphosée sous nos yeux très très vite, en quelques épisodes, je crois, dès la première saison. En fait, ça devient juste une série de potes quarantenaires, une sorte de nouveau Friends, si vous voulez. Friends banlieusards. Voilà, de banlieusards qui sont dans une espèce de cul-de-sac, de petits ronds-points, de petits quartiers où ils sont quasiment tous voisins. Et leur histoire d'amitié, d'amour, enfin ça n'a rien à voir. Elle se met en couple avec un mec de son âge. Donc, et la série s'appelait Cougar Town jusqu'à la fin. C'était devenu un running gag parce que au générique il y avait un sous-titre sous le titre. Et à chaque fois ça faisait une blague en mode ah on s'appelle toujours Cougar Town. Donc bref, parce que je pense que la chaîne ne voulait pas changer le titre Non. parce que je pense que ça avait la flemme, ça devait être compliqué. Enfin bon bref, il doit y avoir plein de raisons. Et c'était une. Alors j'aimais beaucoup le casting féminin, je n'aimais pas le casting masculin, mais c'était une bonne série, c'était drôle, c'était frais. C'était par le créateur de Scrubs, donc si vous aimez cette ambiance, lancez-vous. Oui. Et elle est très très drôle aussi. Et un rôle complètement différent de celui de Monica. Voilà, quoi, c'est, beaucoup moins petite fille sage, beaucoup moins rigide. rigide, ouais, plus drôle. Elle boit des litres d'alcool et de vin. Elle a des verres de plus en plus gros. À chaque saison, ils ont un nom. À chaque fois qu'ils se cassent, on a un in memoriam du verre qui nous a quittés, qui a tenu genre 6 mois. Alors, ils s'appellent tous Big Joe, Big Fred. C'est toujours un Big Carl. quelque chose. Big Carl, etc. Il y a Billy. Busy Phillips. Il y a Busy Phillips qui joue. Elle est agente immobilière en Floride, à Miami, je crois. Busy Phillips et sa collègue, c'est la plus jeune, on va dire, de la bande de potes. Elle est très très drôle. Il y a sa voisine qui est insupportable, qui joue pour le coup le même personnage que dans Scrubs. Non, elles sont un peu différentes. Elles sont un petit peu différentes, mais elles sont pas. Enfin, les deux, c'est la chante de la bande d'amis, quoi. À chaque oui, fois. mais on va dire que le truc supérieur que cet acte. Attends, faut que je retrouve son nom quand même. C'est que l'alchimie qu'elle avait avec Courtney Cox, c'était incroyable. C'était vraiment les deux meilleures copines du groupe. Et leur amitié entre elles est adorable. C'est ça qui la différencie de son rôle dans Scrubs où elle jouait Jordan, qui est donc une espèce de sorcière du groupe, qui n'aime personne et qui n'est aimée par personne, vraiment, enfin techniquement. Voilà, c'est Krista Miller, elle est la femme à la vie de Bill Lawrence, le créateur de la série. Et là, leur amitié est tellement touchante, c'est tellement drôle et ouais. Il y a eu un défilé d'acteurs de Friends dans cette série aussi. Ils y sont quasiment tous. Il y a tout le monde sauf David Schwimmer et Matt LeBlanc. Oui. Mais il y a eu un épisode avec Matthew Perry qui est très beau. Il y a un épisode très drôle avec Jennifer Aniston qui joue la psy de Courtney Cox. Oui. Et il y a un twist très drôle dans cet épisode. Et il y a Lisa Kudrow qui joue sa dermato, elle lui fait des injections de Botox. Elle est super, et elle est méchante. Elle est trop méchante, elle lui fait mal. Oui. C'est drôle. Elle a genre une scène. Puis elle les humilie. It's gonna burn like a mother. C'était la première, je crois qu'elle arrive très tôt dans la saison 1. Mais, elle a rien fait d'autre, Courtney Cox, depuis. De notable. Si, non, par contre elle va faire un nouveau truc bientôt. Il y a une nouvelle série qui va sortir bientôt qui a l'air cool. Et elle avait fait Dirt aussi pendant un moment. Oui, mais je n'ai pas vu Dirt. Enfin, j'ai vu une saison et j'ai zéro souvenir. J'ai dû voir ça il y a 10 ans. Où elle embrasse Jennifer Aniston. Elle embrasse Jennifer Aniston, c'est
Mais ouais, je trouve que... Je réfléchis... Non, Lisa Kudrow l'a fait aussi. Mais pour le coup, Courtney Cox, ce qui était impressionnant, c'était qu'elle... Maintenant, quand je la vois, je vois plus que Monica. Je vois aussi son personnage Oui. de Cougar Town, Jules. Jules, je trouve, c'est l'incarnation de ce qu'on appelle une personne, un cinnamon bun. Cette espèce de petite chose enthousiaste, dans son univers, toujours souriante, toujours qui parle à 100 à l'heure. Enfin, j'adore ce personnage. C'est un peu une Liz Lemon qui n'aurait pas travaillé au SNL, quoi. Qui serait restée Oui, c'est un peu ça. tranquille chez elle avec ses couvertures et son fromage. Exactement. Donc en tout cas, si vous commencez Cougar Town, ne vous laissez pas impressionner par le début un peu douteux de la série. On passe très vite à autre chose. Sébastien a C'est ça. une relation compliquée avec cette série, mais tu as fini par bien aimer. Compliqué. Et c'est vrai que les mecs sont pas, c'est pas ouf. Bah, c'est, Moi, c'est son c'est, ex-mari que je supportais pas. Ah oui, t'es chiant. Mais c'est tu aimes ou tu aimes pas, quoi. C'est Y a ça. pas de... Y a pas d'entre-deux. Si j'aimais bien le mari de Christian Miller et son amitié avec le mec de Courtney Cox. Et puis c'est un style d'humour qu'il y avait aussi dans Scrubs. Enfin, c'est un rythme que ce mec écrit qui me cringe. Je sais pas comment l'expliquer. C'est Ouais, il y a du cringe dans son écriture, je veux bien... non mais ce n'est objectivement pas cringe. C'est que pour moi c'est cringe. Oui, Ça fait longtemps que j'ai pas vu une série de Bill Lawrence, mais tu n'as pas vu ça Ted m'a fait le Lasso. même truc avec Scrubs. Tu n'as pas Et vu puis Ted aussi, Lasso. et le côté aussi un peu homme-enfant me gonfle. Oui, Ça, mais ce mais n'est que moi. c'est un détail dans la série aussi. C'est pas, enfin, Oui, c'est un détail dans la série. Mais ce n'est que moi, hein. Je comprends que ça marche et tout. Enfin, on s'en fout, quoi. Ensuite, alors, c'est ça qui m'avait aussi donné envie de faire cet épisode du podcast, puisque dernièrement, j'ai enfin commencé The Comeback avec Ah. Lisa Kudrow. Alors As-tu vu The Comeback ? Non, je suis un très mauvais homosexuel, je n'ai pas vu The Comeback. C'est extraordinaire. C'est si extraordinaire que ça? Alors, c'est full cringe. Je dirais même, on dirait presque les débuts des séries cringe. C'est du cringe humor. C'est comparable à The Office de Ricky Gervais. Enfin, c'est vraiment, vraiment que ça. Mais ça a presque dépassé The Office UK dans mon cœur. Mais pourquoi personne regarde? Je pense elle date de 2004, cette série. Ah, c'est trop tôt. Et je trouve qu'elle est en avance sur son temps, parce que je pense qu'aujourd'hui, elle ferait... Enfin, tout le monde regarderait. On dirait l'humour de toutes les séries, les Brooklyn Nine-Nine, sauf que là, c'est un faux documentaire, mais c'est exactement le genre d'humour qui fonctionne aujourd'hui. Et je pense qu'en 2004, elle a été annulée parce que ça marchait pas, et elle est en avance sur son temps, en fait, cette série. Et, Elle n'est pas revenue plusieurs fois? alors, elle est revenue en 2014. Il y a eu une saison en 2004 qui a pas très bien marché, mais tout le monde était d'accord. Elle a eu par contre des retours critiques très très grands, c'est juste que personne ne regardait. Et ensuite, elle a gagné un espèce de succès post-annulation, où maintenant elle est presque devenue culte en fait comme série. Et ils l'ont fait revenir en 2014, et j'en suis à la moitié de cette saison-là. Et j'adore, c'est toujours aussi bien. C'était un super retour. Et Lisa Kudrow a créé le personnage le plus culte de toute la carrière des Friends après Friends, en fait, je trouve. Le personnage de Valérie est... Enfin, c'est incroyable, quoi. Ce personnage est dingue. Ça raconte... Et ça raconte quoi, du coup? Ça raconte, en plus, donc, je pense que ce qui marche... Les deux séries qui ont mieux marché après Friends, c'est celle de Lisa Kudrow et celle de Matt LeBlanc, dont on parlera plus tard. Mais je trouve que c'était vraiment des acteurs qui étaient tellement ancrés dans le rôle précédent qu'ils avaient fait, que c'était soit tu faisais un truc complètement différent, et ça avait des chances de pas marcher, soit tu acceptes le fait que tout le monde va te voir comme ça, et t'en joues, et tu fais une série un petit peu méta. Et c'est le cas avec The Comeback, qui raconte l'histoire d'une actrice qui s'appelle Valérie, et qui a fait une sitcom à succès dans les années 90,
et qui, dans les années 2000, tente son premier comeback avec un nouveau sitcom. Et elle est suivie par une équipe de télé-réalité qui filme son retour à la télévision avec ce sitcom. Donc c'est comme si elle avait 2 séries dans sa vie. Elle a ce sitcom sur lequel elle joue et elle est suivie par ses caméras. Et chaque épisode, c'est les rushs, en fait, pas montés de cette télé-réalité. Et donc, on peut pas s'empêcher d'y voir un peu le destin de Lisa Kudrow, parce qu'elle a tourné dans Friends, puis après, il y avait l'après-Friends, donc qu'est-ce que tu fais là ? Donc, il y a une espèce de... Il y a une connexion entre Lisa Kudrow et le personnage de Valérie. Et elle est terriblement gênante, mais on va dire ce qui la différencie des séries comme celle de Ricky Gervais, par exemple, c'est que son personnage est immédiatement beaucoup plus charmant et on s'attache à elle immédiatement. Elle est pas méchante, elle est pas antipathique en fait. T'as vraiment... et t'as pas pitié d'elle non plus, c'est juste, t'as vraiment envie qu'elle réussisse son petit projet. Et je dirais ce qui la différencie des séries cringe, comme je cite souvent Ricky Gervais, mais c'est vrai que c'est vraiment ces séries qui sont un peu les plus mises en avant dans ce genre-là. Dans ces séries-là, les séries de ce gars, tout le monde se déteste un petit peu. Et surtout, tout le monde déteste le personnage principal, le personnage le plus gênant. Et ce qui est réussi dans The Comeback, c'est qu'elle a plein de gens qui l'aiment autour d'elle, ce personnage. Elle a son mari qui est mignon, elle a son meilleur ami et coiffeur qui est toujours avec elle, qui l'aime beaucoup aussi. Donc on parle pas d'histoire super sentimentale entre ces personnages, mais tu sens qu'elle a un réseau de gens qui l'aiment autour d'elle, et la série lui octroie des passages très très sentimentaux. Et du coup, c'est cringe, mais c'est très mignon par moments. T'as des passages où t'es genre, oh, c'est trop cool. C'est pas humiliant en fait. La série cherche pas à humilier son propre personnage. Exactement. Il y a des passages un peu hardcore, hein, j'avoue. Il y a des passages genre, oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc ça reste du cringe, mais je trouve que c'est le cringe le plus joli et le plus tendre que j'ai vu de ma vie. Et c'est pour ça que vraiment, je l'ai pas vu venir, et waouh, vraiment, vraiment impressionnant. Puis ce personnage est instantanément, elle est culte comme personnage. C'est même plus étonnant qu'on... Je sais pas, on la cite pas plus que ça. C'est un Michael Scott encore mieux, je trouve, en fait, ce personnage. Elle est incroyable visuellement, avec ses grands cheveux roux là et sa grande voix, et c'est hello, hello, hello. Ouais, oui. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle débarque dans un nouveau lieu, elle fait hello, hello, hello. Et c'est pour ça que RuPaul dit hello, hello, hello à chaque fois qu'il rentre dans le workroom. Exactement. Ouais. Et d'ailleurs, il fait une caméo dans la saison 2. Donc voilà. Je dirais que c'est celle qui a le mieux réussi son après Friends, parce que c'est vraiment elle et Matt LeBlanc, ouais. Ils ont bien joué le jeu après ça. Et en parlant de Matt LeBlanc, alors, est-ce qu'on transitionne sur lui ? Vas-y, présente-leur notre bébé. Épisode. Je sais plus si on l'a regardé en même temps ou si c'est toi qui as commencé. Tu m'as fait voir. J'ai dû commencer une saison, mais tu m'as rejoint très rapidement. Ouais. Donc épisode, c'est cette série qu'on adore avec Julia, enfin qu'on a aimé du début à la fin, avec tout notre cœur, et que personne ne regardait à part nous deux. Peut-être que je suis limite plus attaché à l'épisode qu'à Sorty Rock. Bon, c'est pas comparable, mais quoique je n'ai pas revu épisode. Oui. Alors que je revois plus Sorty Rock, c'est plus compliqué. Mais donc c'est cette série donc qui a embrassé, comme tu disais, complètement le côté méta, de manière le plus extrême, où Matt LeBlanc joue plus ou moins, on va dire à 75% son propre rôle. Oui. Où il joue donc un mec qui s'appelle Matt LeBlanc, qui a fait la série Friends avec Jennifer Aniston, Matt Wilmer et compagnie, et qui essaye de se refaire une carrière par la suite. Les différences qu'il y a, c'est surtout au niveau de sa vie privée. Je crois qu'il est marié, et il a 2 fils, ou divorcé, enfin bon, bref, il a 2 garçons. Dans la série, il a que des filles, je crois. Oui.
divorce à une femme qui n'est pas, qui est une autre actrice qui n'est pas sa vraie femme, etc. C'est une série américano-britannique, je crois. Je crois Oui, qu'elle est en coprod avec une des BBC. oui. BBC 2. Et BBC Two. Oui. Et en fait, c'est de là qu'on démarre, c'est en Angleterre, parce que la série s'ouvre sur une cérémonie des BAFTA, où on a deux scénaristes très connus dans l'univers des épisodes qui ont gagné un énième BAFTA pour leur série. Et il y a un producteur américain qui débarque, qui dit écoutez mes loulous, je vais vous rendre riche, je vais acheter les droits de votre série, d'une série que vous avez fait il y a quelques années. Je sais pas si c'est. Non, mais si, c'est la série où ils ont gagné le BAFTA. Voilà, Exactement. je vais acheter les droits à la série dont vous avez gagné le BAFTA. On va l'adapter aux États-Unis, ça va être super. Vous allez être riche, riche, riche comme Crésus. Ils hésitent un peu au début. Ouais, on est deux petits Anglais bien pépères à Londres. Qu'est-ce qu'on va aller se faire chier à Los Angeles avec les Américains? On les aime pas et tout. Et ils se sont dit, mais si, on va se faire. Je sais plus comment ils se décident, mais ils y vont. Ils Je se disent, pense, je pense que. ça va être marrant. Ouais, ça va être Oui, cool. puis lui, il est beaucoup plus chaud que elle. Oui, Ouais, c'est un petit mec qui veut un peu connaître Los Angeles, il veut un peu crâner, quoi. Il veut un peu ouais. toujours. Pour lui, je pense que c'est un peu le rêve américain. Donc, il dit, allez, si on y va, ça va être fun. Donc, ils y vont et c'est une lente descente aux enfers, en fait, sur leur petit projet qui se passe dans une école anglaise très sérieuse, une école pour garçons. Ils ont c'est une relation entre un vieux professeur et ses élèves. C'est une espèce de pont générationnel et tout, très très touchant. Et ça se termine, c'est une série sur Matt LeBlanc qui est prof de hockey, quoi. Et ça s'appelle Puck. Et, et donc c'est comment ils en arrivent là. Et du coup, ils sont en relation avec Matt LeBlanc, qui du coup devient le lead de leur série qui est adaptée aux États-Unis. Et donc, une relation d'amitié complètement toxique se forme entre ces trois-là, euh, tout en nous mettant en scène cette vision plus ou moins caricaturale de la télé américaine. Les. Et c'était surtout ça qu'on aimait beaucoup avec Julia. C'était aussi donc ce triangle. Ce triangle d'amitié qu'il y a, mais surtout tous les coulisses de la télé, enfin la télé qui se filme, les bureaux, les gens qui te disent tout et leur contraire, la responsable des comédies de la chaîne qui tire la gueule pendant tout qui comprend zéro blague, les petits assistants homosexuels désagréables, l'exécutive producteur qui est toute propre sur elle, qui est notre personnage préféré, je ne sais plus comment elle s'appelle, merde. Euh, Attends, je vais sortir. qui essaie à chaque fois de ménager la chèvre et le chou, le chef de la chaîne et les scénaristes en leur mentant. Mais machin n'a pas lu notre série? Si, si, il l'a lu. Mais il ne l'a pas lu? Non. Mais il a lu? Si, si. Enfin, je sais plus. Enfin, c'était magique à chaque fois. C'était très bien écrit. C'était un rythme de dingue. C'est Et Carole. bon, j'ai un peu revenir. Hein? Elle s'appelait Carole. Carole. Alors, on a fait Pardon. un pige dessus. Et elle est extraordinaire, cette série. C'est très, très drôle. Et c'est vraiment de plus en plus drôle. Et c'est vraiment de plus en plus drôle. La saison 1 est un peu genre, oui, je vois ce que vous voulez faire. Ça, c'est sympa. Oui. Et de saison en saison, mais c'était des fous rires devant Ouais. l'épisode. C'est un peu cringe aussi, mais pas de la même manière. Et surtout, les relations entre les personnages sont vachement touchantes dans cette série. Mm. Leur amitié à trois est vachement mignonne au bout du compte. Et donc Matt LeBlanc, du coup, il a ce rôle qui est. En plus, c'est assez fort ce qu'il a fait parce qu'on va dire qu'il n'a pas le bon rôle, littéralement, parce que son personnage est un peu détestable, très égoïste, pas très cultivé, nul papa, pas super, nul ancien mari, couche un peu dans tous les sens, pas forcément gentil avec les deux petits scénaristes. Et, mais bon, il a un arc de rédemption dans la série. Mais ouais, c'était assez fort et assez. En même temps, il y avait enfin, je sais pas comment expliquer. C'était un peu une espèce de mise en scène de ouais, je suis coincé avec ce personnage, je suis coincé avec Joey. Mm. Et je trouvais que la série permettait un peu pour lui de sortir ça.
enfin que les scénaristes lui ont permis pour lui de sortir ça dans la série. Oui. Et même si je pense que sa vie n'est pas aussi noire que ce qu'elle est dans la série, peut-être noire autrement. Mais ouais, je trouvais que ça rendait le personnage assez touchant. Ouais. Et l'acteur aussi, enfin, tu ne peux que... Même si tu peux dire oui, c'est une fiction, c'est pas la réalité, tu ne peux que faire le lien avec Matt Leblanc en vrai, en fait. Et tu ne peux que te dire que c'est plus ou moins comme ça qu'il a vécu certaines situations. Ouais. Et De pas être pris au sérieux, de... ouais, c'était assez fort et assez novateur, je trouvais. Je vois pas quelle autre série où quelqu'un joue son propre rôle comme ça. Ouais. Et, euh, et Et ouais, c'est... c'était un beau tour de passe-passe, cette série. Ouais. Et c'est une série très drôle sur l'ambiance de Los Angeles, au-delà d'Hollywood même, Mm. cette espèce de culture de la wellness, avec le yoga, les balades dans les collines d'Hollywood Le et tout ça. trekking, boire de l'eau, Avec du concombre dedans. mettre un tapis roulant sous ton bureau pour marcher en même temps que tu travailles. Il y a une personnage, elle est comme ça, c'est leur agent de scénario et quasiment toutes ces scènes, elle est là au téléphone en train de marcher sur ce tapis roulant, son ordi devant elle. C'est extraordinaire. Et il y a, il y a dans cette série l'arc narratif d'un nouveau personnage. Ah, le Le nouveau PDG qui a un moment. nouveau PD. Je saurais pas comment vous vendre ça sans vous en dire trop. On va dire qu'il y a un nouveau personnage qui arrive à un moment. Et la conclusion de ce personnage est mythique. J'ai jamais vu une série faire ça. Mm. Enfin, j'ai que des bons souvenirs. À chaque fois que je croise cet acteur dans une autre série, je revois sa dernière scène dans l'épisode. Avec une phrase culte. Bref, c'est impitchable si vous l'avez pas vu, ce personnage. Mais donc voilà, encore une bonne raison pour vous regarder Mais la voilà, c'est rigolo, ça parle des upfronts plus ou moins, ça parle des audiences. C'est une chaîne publique, je crois, sans vraiment dire le nom. série. Je crois que c'est une fausse chaîne. Oui, oui, c'est une fausse chaîne. Je crois même que le nom n'est jamais dit même. Oui, je crois que t'as raison, ouais. Je crois que le nom n'est jamais dit. Mais du coup, voilà, ils font des blagues sur la CW, sur NBC. Ouais. Voilà, si on aime un peu le milieu de la télé, c'est assez rigolo à voir. Oui, et très bon Et les deux générique. acteurs anglais sont Oui. extraordinaires. Et vous l'avez vu dans Black Books. Oui. Donc, Tamsin Tamsin Gregg, Greig. qu'on aime Si vous tellement. l'avez aimé dans Black Boot, elle est extraordinaire dedans. C'est la plus pas normale, mais on va dire que c'est celle qui se fait le moins avoir par Oui. tout le milieu de Los Angeles, alors que son mec, il a fond dedans, il va rouler en décapotable, porter lunettes de soleil, Oui. il va rougir quand il y a des jolies actrices blondes qui lui parlent, et mais elle est pas du tout dedans, quoi. Oui. Et donc c'est très drôle, elle est en mode, mais what the fuck, c'est quoi le régime, meuf, que tu fais c'est quoi cette nouvelle mode? Enfin bon, bref, c'est... Front Door Adjourn. Et oui, un truc aussi qu'on n'a pas dit, c'est que ça a été créé par un des scénaristes de Friends. Oui, Donc c'est ça que je pense qui a donné, qui a fait que Matt Leblanc a dû se sentir un peu en confiance. confiance. Et il y a une caméo d'un acteur de Friends dedans, enfin d'un des 6. Oui. Je vous dirai pas qui, mais elle est très 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 drôle. Mais oui, c'est drôle parce que dans l'épisode, il part du principe qu'ils ne s'aiment plus. Oui, Ils sont tous plus ou moins en froid. c'est ça. C'est très drôle. Il y a un épisode où on lui demande, tu veux pas en faire venir un dans ton sitcom pour un peu avoir un Les boost audiences. dans les audiences. Et on voit qu'il n'arrive pas à en joindre un seul. Ils sont tous ou occupés, ou il le ghost, tout ce Il genre le de balade. Donc au final, il amène ce qu'il y a de mieux, à part les 6. Vous Mais c'est verrez vrai que qui quand il t'as un ramène. Mais c'est vrai que quand t'es un acteur de Friends, on doit tout le temps te faire chier pour faire venir un des 6 parce que si tu veux, il y a un des 6 dans ton épisode, ça fait monter les audiences. Quoi. Bah c'est ça. C'est à chaque fois une mini réunion. Ouais. Mm. Bah, à chaque fois que c'est arrivé dans une série, l'épisode était marketé à fond, quoi. Ah bah C'était, oui. Et tu pouvais pas le manquer, ça c'est sûr et Ça doit certain. être assez C'est pour chiant. ça, mais c'est pour ça que c'était drôle la caméo d'un des 6 dans l'épisode, parce que pour le coup elle était complètement surprise. C'est Oui. une scène
et tu le voyais pas venir. Et du coup, quand il arrive, t'es genre ah. Enfin voilà. On aime fort épisode. Pitié, Mm. pitié, regardez-la. Matthew Perry, Oui. celui qui a fait le plus, dont on a vu le plus de séries. Ah oui, il est un peu en burn-out. Enfin, c'est lui qui est le plus workaholic des 6, là. Ouais. J'ai l'impression qu'il a pas arrêté. En fait, il a jamais réussi à faire durer une série. C'est ça qui est un peu triste. Il a fait que des bonnes séries et à chaque fois, elles se faisaient. Annulé. Est-ce que tu avais vu sa série avec de Aaron Sorkin? Non. Je ne l'ai pas vue non plus. Il me paraît qu'elle est très bien. La compétitrice d'A Sortie Rock, là. Oui, voilà, qui se passait dans une espèce de Si, faux j'ai vu le Saturday pilote. Night Live. J'ai pas aimé. D'accord, je ne l'ai pas vue non plus. Non, nous, celle qu'on adore de Matthew Perry, c'est Go On. Veux-tu présenter Go On? Je viens de présenter l'épisode. Go On, donc c'est une série qu'on a adorée avec Sébastien, qui est terriblement touchante. Ça raconte l'histoire d'un homme qui vient de perdre sa femme, je ne sais plus comment. Maladie, je crois. D'une maladie, ouais. Elle vient de décéder. Il réagit d'une manière un peu détachée, où il fait non mais ça va, je gère en gros. Et son meilleur ami qui est joué par John Cho, donc autre coup dans Go On, c'est que John Cho joue dedans, lui conseille ou lui impose, je ne sais plus comment ça se fait, mais lui dit il faut que tu rejoignes ce groupe de parole de personnes endeuillées qui viennent de perdre un proche très... Voilà. Et donc il se retrouve un peu malgré lui et contre son consentement dans ce groupe de parole fait de tout... d'un éventail d'humains qui ont perdu soit un conjoint, soit un frère, soit un divorce, ouais. Ou la maladie. Je crois qu'il y a même il y en a une qui a perdu son animal, un chat, je sais. Oui, Je crois que c'est ça. Et qui est menée par une... Alors, je sais pas si elle est psy, mais en tout cas, c'est elle qui mène le groupe de parole, qui est jouée par cette actrice qu'on adore, qui s'appelle Laura Benancy. C'est comme ça qu'elle Elle joue s'appelle. dans Nashville. What? Ah oui, Mais c'est si, vrai tu te qu'elle souviens est... pas, elle joue dans Nashville. Elle joue Oui. une chanteuse. On voulait trop qu'elle finisse avec Rihanna et qu'elle parte. C'est vrai, mais c'était un petit guest. Elle était là 2-3 épisodes, mais on voulait qu'elle parte en cheval. Je crois que c'est une actrice de Broadway, Laura Sûrement. Benanti. Mais en tout cas, c'est elle qui mène un peu le groupe. Et tu sens La que thérapeute. pour elle, c'est toute sa vie, quoi. Alors que c'est un peu... on lui fait comprendre que c'est un peu de la merde, en gros, son taf. Mais Elle non, a tout préparé. Ses petits ateliers, ses activités, ses classeurs, ses fiches, son tableau. Et ils vont un peu lui dire non, mais meuf, on peut pas juste aller sortir et prendre une glace, quoi. C'est ça. Et donc à chaque fois, il y a ce rapport de force entre elle et les gens qui font partie du groupe. Elle qui veut leur imposer. Alors, on va se passer l'oreiller de la parole. Et, vous pouvez parler que quand vous avez l'oreiller, tout ça. Donc, elle est vraiment mignonne. Elle veut bien faire et elle est très. Elle est trop mignonne. Et donc en fait, toute la série de Go On, c'est la rencontre entre Matthew Perry et ce groupe qu'il méprise un peu au début, genre mais je suis pas comme vous, moi, j'ai pas besoin qu'on me tienne la main pour faire mon deuil, je sais faire les choses moi-même. Et en fait, ils vont tous et toutes tomber amoureux les uns les autres et devenir un groupe d'amis extrêmement soudés. Et c'est fantastique, c'est très très drôle, c'est très émouvant, tous les personnages sont super marquants et on s'attache à eux en 2 secondes. Il y a pas mal de gens qu'on connaît bien maintenant. Il y a parmi eux, je crois que le membre le plus jeune du groupe, c'est Tyler James Williams qui jouait Chris dans Tout le monde déteste Chris. Quand il était tout petit. Maintenant, il est plus grand. Et donc là, il était adolescent, je crois, pendant Go On. Et donc, il y a lui, il y a John Cho, il y a Sarah Baker aussi, qui est une actrice qu'on voit dans pas mal de trucs qu'on aime beaucoup avec Sébastien. Et ouais, chaque personnage est vraiment trop génial. Oui, puis ça devient vite une série qui ne se repose pas que sur Matthew Perry, et Oui. qui devient une série chorale, comme les Community, comme tout ça, comme Mythic Quest, comme tu disais, parce qu'il y a toujours un moment où il y a un des personnages qui va devenir un peu le centre de l'épisode. On va parler de pourquoi il est dans ce couple-là, quel est son problème de deuil, quelle étape tragique arrive dans sa vie. Donc ils s'entraident et c'est vraiment
c'est vraiment très chou, c'est un peu tous ces gens cassés différents qui se reconstruisent ensemble en fait. Oui, c'est ça. Et oui, c'est vrai que les projets qui ont marché par ah, pardon. Les projets des acteurs de Friends qui ont marché après Friends, c'est ceux qui ont fait ce que tu as dit, c'est-à-dire qui, ok, on fait la promo autour de l'acteur et de l'actrice au début de la série, mais il faut au bout d'un moment que l'acteur de Friends se fonde dans le décor en fait et devienne Ouais. un membre du casting et c'est Et je pense que exactement et je pense que c'est le genre de projet qui attire les acteurs de Friends. Ils veulent pas que ce soit un projet qui soit que sur eux, quoi. exactement parce que on s'ennuie en fait au bout d'un moment et c'est pour ça que Cougar Town a fini par être génial, c'est parce que Courtney Cox se fond dans le décor et Gohan a fini par être génial parce que Matthew Perry n'était plus le personnage principal mais un personnage parmi cet ensemble et ouais, et c'est vraiment dommage qu'elle ait pas trouvé son public, Gohan. Peut-être qu'elle était pareil, un peu en avance sur son époque. Peut-être qu'elle serait... Aujourd'hui, c'est le genre de série où je me dis, si elle sortirait sur Netflix aujourd'hui, mais tout le monde regarderait et tout le monde Ouais. trouverait ça génial. Je crois qu'elle passait sur NBC. Alors, je crois que non, je crois que c'est le plot twist et je crois que c'est ABC. Je crois qu'à chaque fois, je me dis J'allais c'est dire. NBC. Non, c'est NBC. Ok. C'est NBC. Donc ouais, je sais pas pourquoi, ouais, pourquoi elle a pas trouvé son public. Parce elle avait tout pour plaire, cette série. Et elle n'a eu qu'une saison, du coup. Mais ça vaut Puis quand je sais même pas le coup de s'ils la ont voir. essayé d'être un peu méta parce qu'on sait que Matthew Perry a pas une vie facile. Oui, Donc le fait de le voir son perso qui est en thérapie, qui a besoin de réfléchir sur lui-même, si ça n'a pas un lien aussi, si c'est pas pour ça qu'elle était un peu sensible au projet. je pense que c'est le cas, effectivement. Et c'est pour ça que le personnage est très... Enfin, il dégage une grande vulnérabilité dans tout ce qu'il fait, Matthew Perry. Et c'est vraiment avec ce personnage qu'il a le plus brillé, je trouve. Donc ouais. C'est Je notre sais pas projet ce qu'il a fait préféré. d'autre parce que il se fait tout le temps annuler. Il avait fait Mr. Sunshine, qui était pas mal, avec, Ouais. avec l'actrice de Mom et de... Ouais. à la Maison Blanche, là. Ouais. C'était pas trop mal. C'était moins bon que Gohan, mais c'était pas trop mal. J'avais bien aimé. Et récemment, il a fait un remake qui s'appelle The Hot Couple, où là, il y a eu 2 saisons, ou Oui. 3. Et j'ai Encore. ouais, et j'ai pas trop aimé. J'ai fini par abandonner. Puis là, c'est vraiment un format sitcom en multicam et tout ça. Et c'était... alors ça lui a fait faire un rôle pendant longtemps. J'étais contente qu'elle soit pas annulée. Là, elle l'est par contre. Et depuis, je crois qu'il n'a rien fait d'autre. Il se repose. Il se repose. Si j'en crois les rumeurs, j'ai l'impression qu'il a des petits problèmes de santé en ce moment. J'arrive pas à discerner le vrai du faux là-dedans. C'est vrai que c'était parmi les 6 pendant la réunion, c'était celui qui avait l'air le moins en forme, j'ai envie de dire. Il semblait un peu effacé, mais c'est lui qui a dit la chose la plus belle pendant la réunion, où il disait que quand ils vont à une fête, s'il y en a même un autre du casting qui s'avère être à la même fête, ils savent qu'ils vont passer, ils vont faire une contre-soirée ensemble tous les deux dans un coin de la fête. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il disait à chaque fois qu'on se retrouve, on peut... Le monde disparaît, quoi. Le monde disparaît. On est que si je suis à une fête et que je croise Jennifer, on va rester que tous les deux pendant la soirée. On va refaire le monde et se parler pendant toute la soirée, quoi. Ouais, c'est une famille, quoi. Ils peuvent plus se lâcher. C'est ça. Et quand il racontait ça, il avait un peu la voix qui tremblait, tout ça. C'était très... Il a apporté les mots qu'il fallait, je trouvais, à cette réunion. Donc voilà. Mais vraiment, on vous encourage à regarder Gohan. C'est vraiment un bijou de télévision. Voilà. Et on va finir avec David Schwimmer, qui n'a jamais vraiment eu... Bah, si t'as à dire... On a vu une série avec lui en premier rôle. Épisode. Non, j'avais vu toute la série. T'as vu toute la série? Ah, moi, je suis pas allé plus loin que le pilote. Je trouve Bah, de toute façon, elle a été annulée assez vite. Mais j'avais bien aimé, moi, Feed the Beast. Très bien. C'était pas trop mal. C'était une série sur la bouffe avec 2 frères qui veulent monter un restaurant et tout ça. Et c'était pas trop mal, mais ça a pas tenu. Il manquait un truc à cette série. Mais en réfléchissant à qu'est-ce qu'on pouvait vous conseiller avec David Schwimmer à la télévision, on s'est rendu compte que il a quand même joué dans une des meilleures séries de ces 10 dernières années, qui est American Crime Story, saison 1, The People vs. O.J. Simpson.
une série qu'on avait pitchée et qu'on aime énormément. On va pas. Où il joue le papa Kardashian, Exactement. l'avocat de O.J. Simpson. Un des L'ami. avocats de. Un des Ah. avocats. L'ami, surtout. L'ami, voilà, et il a rejoint l'équipe, la Dream Team, ils appelaient ça, d'avocats de O.J. Simpson, mais plus à un niveau personnel. C'était l'avocat le moins qualifié, on va dire. Mais Oui, je pense qu'il... il était là pour défendre son pote. Et il n'était pas qualifié pour des affaires criminelles, je pense, surtout. Exactement. Je crois C'était qu'il l'avocat pour les affaires de célébrités, quoi, je pense, régler des transactions immobilières, ce genre de conneries, quoi. Oui, voilà, je me demande s'il faisait pas des divorces aussi entre célébrités. Enfin, Oui. il était pas du tout qualifié pour le côté criminel, effectivement. Donc on va pas tout vous repitcher le cas O.J. Simpson. Je vous encourage à aller juste googler ce qui s'est passé avec O.J. Simpson aux États-Unis. Mais on va dire que c'est un événement qui a marqué les États-Unis à jamais et qui a marqué leur histoire politique, culturelle. Enfin, il y avait dans cette affaire, il y a tous les sujets il y a tous les sujets de société qui se mélangent en fait dans l'affaire du procès d'O.J. Simpson. Donc c'était sûr qu'une série télé allait vouloir à un moment y mettre son nez dedans parce que c'est vrai que ça donne des opportunités narratives incroyables. Et donc ça a été le cas avec cette première série qui était un spin-off en fait d'American Horror Story. Qui raconte des histoires d'horreur et c'est anthologique, c'est-à-dire que chaque saison est une nouvelle histoire. American Crime Story se veut être une série qui raconte une affaire criminelle qui a vraiment existé à chaque saison. Et donc la saison 1, c'était O.J. Simpson. Et on sentait qu'ils voulaient un peu faire le buzz avec leur casting parce que on va dire que quand on est américain, on connaît tous les joueurs et tous les personnages de cette affaire. Et donc, le suspense, c'était qui va jouer O.J. Simpson, qui va jouer Marsha, l'avocate, la prosécutrice, c'est comme ça qu'on dit en français L'avocat public, ouais, oui. La magistrate. Enfin, celle qui bosse pour le DA. Oui. La partie publique, quoi. Voilà, qui va faire le juge. Et donc, c'est vrai que le casting de cette série, il y a beaucoup de grands noms. Il y a John Travolta, il y a Sarah Paulson, il y a Sterling K. Brown, et il y a David Schwimmer, qui joue le père Kardashian. Celui qui joue chez Simpson, c'est qui? C'est Cuba Gooding Jr. C'est Cuba Gooding Jr., merci. Et alors, j'ai toujours trouvé David Schwimmer est un très bon acteur, mais c'est vrai que je l'avais jamais vu dans autre chose que Friends. Si, je l'avais vu dans Madagascar, où il fait la girafe. Mais je n'avais jamais vu David Schwimmer dans autre chose que Friends. Derrière les yeux fiévreux d'une girafe hypocondriaque. Comment il s'appelle Melman, il s'appelle. Melman, ouais. Melman the Giraffe. Et même si cette performance est remarquable dans Madagascar, voilà, je me suis rendu compte après coup que c'était mes retrouvailles avec David Schwimmer. Et je le trouve incroyable dans cette saison. Je ne sais plus qui avait dit, je me demande si c'est pas... merde, comment il s'appelle le créateur Ryan Murphy. Ryan Murphy qui avait dit ça, où il voulait que Monsieur Kardashian soit le cœur émotionnel un peu de la série. Parce que c'est vrai, c'est un peu lui qui est au milieu, où il veut soutenir son pote, mais il est déchiré par tout ce que ça signifie. Enfin, on sent vraiment qu'on se repose toujours sur le personnage de David Schwimmer pour encaisser émotionnellement tout ce qui se passe pendant cette saison. Et je trouve qu'il dégage énormément d'émotions avec ses grands yeux mouillés là tout le temps et on sent que c'est enfin alors je connais pas le monsieur dans la vraie vie mais la série veut nous présenter comme un mec bien qui veut un peu être un humain décent et venir en aide à son pote et tout ça et en même temps il veut être un bon père de famille, s'occuper de ses filles et tout, donc c'est pas le personnage dont on se souviendrait le plus facilement, parce que c'est vrai qu'il est moins mis en avant que Cuba Gooding Jr. ou Sarah Paulson et tout ça, mais il est central dans cette saison, son personnage, et sa performance
lie tout, je trouve. Et je trouve que si ce personnage n'avait pas fonctionné, la série n'aurait pas vraiment aussi bien fonctionné. Il m'a vraiment bluffé dans cette saison, David Schwimmer. Donc voilà, ce serait ma recommandation si vous voulez voir autre chose qu'a fait cet acteur. Vraiment. Et au-delà de la performance de David Schwimmer, regardez American Crime Story parce que c'est juste incroyable comme série. Oui, et là, cette saison 2 n'arrive jamais. Saison 3 Saison 3, pardon. Saison 3, ça va être sur l'impeachment de Clinton. De Bill c'est ça Clinton, De Bill Clinton. avec Lewinsky. C'est ça. Et la saison 2 était différente. Mais C'était j'avais sur bien- l'assassinat de Versace. De Versace. Mais j'avais bien aimé quand même. Oui, bah, je trouve qu'elle a ce problème qui est toutes les séries de Ryan Murphy, c'est qu'il y a 5 épisodes en trop. Oui, c'est vrai qu'elle était un peu longue. Mm. American Crime Story n'est pas trop longue. Chaque épisode est incroyable. À la première, il n'y a rien à dire. Ouais. C'est peut-être, je sais pas jusqu'à quel point Ryan Murphy a bossé dessus, mais je crois qu'il a quasiment pas bossé dessus d'ailleurs. Il doit être producteur exécutif dans un coin T'es sûr pour la première saison. Je sais pas. Moi, je crois que justement, J'ai l'impression que c'est vraiment plutôt l'autre qui a fait Ah Crime ouais Story. D'accord. Je pensais qu'il Je était sais quand même pas. pas mal, Me pas mets mal pas investi en- dans la première. Mais Mais pas comme un genre Voilà. content là-dessus. rien d'en reparler, j'ai envie de la revoir. Bon, bah voilà, on a fait les 6. Bah voilà, jus d'orange. Bah là, jus d'orange. Si jus d'orange. 6 beaux petits jus d'orange. Ouais. Donc voilà, ça vous fait des séries à regarder si vous voulez un Ouais, peu on a voir parlé autre chose beaucoup que de choses, Friends et voilà. Bon ben voilà, on est toujours très content de vous parler Oui, de ce qu'on a vu et tout ça. On a encore plein de choses à dire. Je pense que là où vous écouterez le podcast, nous aurons sorti notre épisode sur Craziest Girlfriend. Wouh! J'espère que je n'aurai pas déclenché une émeute en émettant autant de dés aux Mais chansons non. de Craig. il y en a pas tant que ça des dés au final. Non, mais quasiment toutes les chansons de Craig sont en dés. Oui, mais ça va, les gens s'en remettront. J'aurais peut-être perdu des amis d'ici là. Non, Non. c'est ta Mais bon. liste. Oui, c'est ma liste. Faites votre propre liste. Voilà. Allez-y vous faire chier à classer les 124 Oh là là. trucs, à trouver des listes qui sont jamais les mêmes, qui sont pas dans l'ordre chronologique, qu'il n'y a pas toutes les chansons ou qu'il y en a trop là. Trop relou. Et puis voilà, et puis n'oubliez pas de nous suivre sur nous sommes tous réseaux sociaux imaginables. Et voilà, n'hésitez pas à noter le podcast, à donner 5 étoiles, parce que voilà, à mettre un petit mot sympa, on aime bien, on en a trouvé sur Apple, on était tout contents, genre, oh mais il y a des gens. Oui, Qui m'aide. on n'avait pas vu que ça existait, d'un coup on fait mais il y a des commentaires, c'est cool. Puis c'est rigolo parce que c'est toujours des commentaires plus généraux que des commentaires plus spécifiques dans les Oui. vidéos. C'est vrai. Donc ça nous fait chaud au cœur, ça nous fait plaisir. Et puis voilà, et puis on a des, allez, il faut qu'on retourne des trucs là, faut qu'on, allez là, on est On est vaccinés, vaccinés. on n'a plus d'excuses. Oui. Non, on verra ce qu'on va faire. Sinon, on fera les podcasts, c'est simple à faire. Oui, ça fait passer le temps. On va dire que ça vous remplace un peu les pitchs. Merci aux gens qui nous aident sur Tipeee, c'est cool. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, des bisous. Bisous. Bye. Bye.